de vous accueillir, même si ce n'est que virtuellement, pour ce webinaire. Donc sachez que nous aurions dû organiser un événement en présentiel avec la venue de Monsieur Guichard d'Ellipso sur les territoires, mais vu le contexte actuel, ça n'a pas été possible, mais nous tenions quand même à maintenir un mini format à distance. Donc merci aux intervenants, notamment ceux qui sont mobilisés tôt ce matin avec le décalage horaire de métropole. Maintenant présenter les intervenants d'aujourd'hui, que je remercie encore vivement. Donc on a Jean-Claude Leblanc, président de Bourbon Plastique Emballage, entreprise de transformation et de fabrication de films en plastique souple à La Réunion. Donc il fera une première partie introductive sur les emballages et sur les plastiques dans l'emballage. On a Emmanuel Guichard, secrétaire général d'Ellipso, qui est basé à Paris, qui est l'association professionnelle nationale représentant les fabricants d'emballages plastiques souples et rigides. Donc Emmanuel va faire un décryptage de la loi AGEC, c'est son petit nom, mais c'est anti-gaspillage et économie circulaire, qui est sortie en février 2020 et pour laquelle de nombreux décrets sont en cours de préparation. Et il est donc aux premières loges en ce moment des débats. Donc voilà, donc c'est une intervention toute fraîche. Et pour terminer, on aura Philippe Maucan, directeur chez Citeo du schéma industriel et des Outre-mer, et qui fera un focus sur la gestion des déchets d'emballage, notamment à La Réunion, cas bien spécifique par rapport à la métropole. Voilà, donc avant de donner la parole à Jean-Claude qui va démarrer les interventions, je vais laisser Jérôme Villemain, directeur de Calitropic, faire un petit mot d'introduction, et puis je pense qu'on aura quelques mots de Nathalie Noël également. Voilà. Bon webinaire à tous. Merci Virginie, bonjour à tous et bienvenue à ce webinaire organisé par Calitropic, BPE, Ellipso et Citeo. Pour ceux qui nous connaissent moins, Calitropic, c'est un pôle de compétitivité qui existe depuis 15 ans à La Réunion et qui s'intéresse au secteur de la bioéconomie des Outre-mer. Il s'agit d'une équipe d'experts qui accompagne les projets innovants des entreprises, principalement un accompagnement technique, mais aussi un accompagnement dans la communication, le marketing et aussi sur les aspects financiers, bien sûr, avec pas mal d'actions sur de la recherche de financement, la réponse aux appels à projets, le crédit impôt recherche, etc. On s'intéresse particulièrement à 3 grandes filières, le secteur agricole et agroalimentaire, c'est un peu historique dans le pôle. La chimie verte aussi, avec pas mal d'adhérents aussi dans le secteur de la cosmétique, de la pharmaceutique, pardon, des produits phytosanitaires, des novel food aussi. Et objet du webinaire d'aujourd'hui, les matériaux biosourcés. Donc on s'intéresse aux matériaux biosourcés, mais aussi aux emballages, aux éco-emballages. Donc Calitropic accompagne ses adhérents à l'éco-conception des emballages. Donc si vous avez besoin de plus d'informations, n'hésitez pas à nous contacter, à contacter Virginie particulièrement. Voilà, je ne vais pas être plus long, donc je vais remercier aussi les intervenants que Virginie a cités. Féliciter aussi l'équipe de Calitropic et particulièrement Virginie Gallet pour cette organisation. Et laisser la parole à Nathalie Noël, élue à la région Réunion sur le secteur de l'économie circulaire. Je vous remercie pour cette invitation. Alors désolée, ma caméra, en fait, je n'entends plus rien, donc j'aurai ma caméra branchée pendant ce webinaire. Donc je tenais à vous remercier de cette invitation, puisque sur la problématique en fait des plastiques et la gestion des déchets plastiques, c'est important pour sur le territoire de pouvoir en fait faire le point sur les possibilités que nous avons tant au niveau d'innovation que de gestion des déchets plastiques. Et pour nous, c'est autant important puisque nous sommes en cours d'élaboration du PRPGD, du plan de gestion et de prévention des déchets sur le territoire. Et c'est vrai que la problématique des plastiques est une problématique qui est assez récurrente en fait sur tous les territoires. Et ce webinaire nous permettra effectivement d'avoir un point de vue déjà des experts sur comment faire pour déjà prendre moins de plastique, comment faire pour gérer quand les plastiques sont présents sur le territoire. Donc voilà, je vous souhaite, merci beaucoup de cette invitation et la région reste vraiment à disposition pour écouter et enregistrer en fait les différents projets et accompagner les différents projets sur ce domaine.
qui intègre nos dossiers de l'économie circulaire. Je vous remercie pour cette invitation et je nous souhaite un bon webinaire. Merci. Ok, merci Madame Noël. Jean-Claude, à toi la parole. Voilà, je te laisse mettre ton micro et ta caméra. Et puis voilà, je passe les diapos. Bon, bonjour à tous et merci Virginie de ta présentation. Avant d'entamer le vif du sujet, je vais juste rapidement faire un petit panorama de la transformation des matières plastiques à La Réunion pour montrer la diversité et l'importance de cette activité dans notre région. Alors, la plasturgie, ça comporte de nombreux métiers. Il y a les fabricants de machines, il y a les producteurs de matières premières, il y a les producteurs de demi-produits. Là, il n'y en a pas à La Réunion, dans ces métiers-là. Par contre, il y a une multitude de transformateurs, soit qui transforment des matières premières, soit qui transforment des demi-produits. Alors, on ne va pas les citer tous, mais citer quelques exemples montrant bien la diversité de tout cela. Il y a d'abord les fabricants d'emballages, qui fabriquent des emballages souples. Il y a Bourbon Plastique Emballage, bien sûr, mais aussi d'autres confrères, Ecoplast, Plastique Sac. Il y a des fabricants d'emballages rigides qui fabriquent des flacons, des bouteilles. Là, on va retrouver Sodico, Bourbon Plastique Bâtiment, puis de nouveau Bourbon Plastique Emballage. Il y a aussi un grand nombre d'acteurs qui fabriquent des objets du bâtiment, des tubes, du polystyrène expansé, Bourbon Plastique Bâtiment, Sodico, et des réservoirs en rotomoulage, Sauvidange, Verléo, du polyester armé de fibres de verre, Bourbon Composite, c'est les bateaux que vous voyez un peu partout, des producteurs de mousse souple, les matelas, Isoplast, des producteurs de mousse rigide, isolante, Plastoï, et de multiples menuisiers plastiques que vous en connaissez certainement. Voilà, les métiers sont très diversifiés. On va revenir aux emballages. Et sur les emballages, Virginie, tu peux peut-être passer à l'image suivante. Voilà, sur les emballages, je vous ai fait un petit focus sur une gamme de produits souples et une gamme de produits rigides. Emmanuel Guichard d'Elipso couvre ces produits au sein de son syndicat. Et c'était pour indiquer quelques chiffres assez pertinents. Par exemple, sur les emballages souples, la production locale est de 2200 tonnes par an. On l'a vu, avec 3 acteurs et 70 emplois. À côté de ça, en plus, il y a une importation de 3200 tonnes par an, mais pas sur nos produits, essentiellement sur des films étirables, donc qui sont utilisés par la grande distribution pour l'importation vraiment pour l'importation de produits et qui finissent par se retrouver à La Réunion. Un peu de sac également. Et puis également, on trouve à la fin sur le marché les emballages de produits importés. Un pack d'eau minérale de métropole arrive dans des bouteilles et autour d'un film. Ça représente, là c'est une estimation, mais à peu près ça doit tenir la route, 2000 tonnes par an. Ce qui fait qu'à l'île de La Réunion, où il est transformé 2200 tonnes d'emballage souple, eh bien il en est utilisé, consommé 6400 tonnes. La différence est énorme. On y reviendra un peu plus tard lorsqu'on parlera des déchets. Sur les bouteilles, le scénario est un peu différent. Là, il n'y a pas véritablement de production. Les bouteilles sont fabriquées à partir de préformes. Les préformes sont un demi-produit, fabriqué généralement à l'extérieur de La Réunion. Il n'y a pas de fabricant de préformes aujourd'hui à La Réunion, si ce n'est parfois en interne. Il n'y en a pas. Donc, la plupart des embouteilleurs achètent leurs préformes en métropole. Ils en achètent pour 4000 tonnes par an. Et on peut dire qu'il est importé 500 à 1000 tonnes, c'est une estimation aussi, de boissons à l'île de La Réunion, ce qui fait qu'on trouve 4500 à 5000 tonnes de bouteilles en PET, mais dont la production de préformes n'existe pas du tout à La Réunion. Voilà, donc il y a une petite nuance entre le premier cas des emballages souples où il y a une fabrication et dans le cas de préforme où il n'y a pas de fabrication. Voilà. On peut peut-être passer à la page suivante. Voilà. Aujourd'hui, alors, je rentre directement dans les emballages que je connais bien. Aujourd'hui, réduire son empreinte écologique est au cœur des préoccupations de beaucoup de Réunionnais. Et la manière d'appréhender l'emballage est en train d'évoluer, tout comme les réglementations. Dans la presse ou sur les réseaux sociaux, beaucoup d'informations circulent.
certaines justes, mais d'autres pas, sur le choix des matériaux d'emballage du point de vue environnemental. Notamment, les gens sont très sensibles à l'effet sur le climat et du point de vue du recyclage. Alors, ce qu'il faut dire d'emblée, c'est qu'un consommateur, il n'achète pas un emballage, mais un produit emballé dans ce qu'il souhaite, par ailleurs, être le juste emballage. Donc, le début de la consommation, c'est l'achat d'un produit. Mais les gens souhaitent un juste emballage. Alors, qu'est-ce qu'un juste emballage? Le juste emballage, c'est la bonne matière, dans la bonne quantité, pour remplir les fonctions attendues. Alors, quelles sont ces fonctions principales qu'on va retrouver, quels que soient les matériaux? C'est préserver, protéger, conserver. Apport à la santé et à l'hygiène, protection sanitaire, augmentation de durée de vie, longue conservation. Des études d'Engstadt ont montré que lorsqu'on rajoute 70 grammes d'équivalent CO2 dans un emballage, on économise 350 équivalents CO2 du produit emballé. C'est énorme. Le rapport est de 1 à 5. Donc la rentabilité à ce stade de l'emballage, quel qu'il soit, est effective. L'emballage apporte également de la sécurité, de la protection contre les produits à risque, coutellerie, produits chimiques, de l'inviolabilité, supprime le risque d'effraction. Très important, permet la traçabilité, le respect de la chaîne du froid. Deuxième grosse fonction importante de l'emballage, c'est informer sur les produits que nous utilisons. Il y a une étiquette qui indique ce dont il s'agit. On sait la nature du produit, il y a les informations légales et obligatoires et le mode d'usage du produit. Les emballages permettent aussi de regrouper, et c'est vraiment important, c'est rassembler les produits en unités manipulables afin d'assurer les modes de consommation divers, du gros groupe à la consommation la plus fine. Les emballages permettent aussi de transporter, stocker, assurer la livraison, la mise en rayon. Ils facilitent l'usage, le mode d'ouverture, le dosage. Ils sont visibles et véhiculent les valeurs de la marque de l'entreprise, c'est important pour les emballeurs, et ils doivent être facilement valorisables en fin de vie. Là, les fonctions habituelles des emballages et sur lesquelles il y a lieu de faire un effort d'adaptation à ce qu'attend aujourd'hui le consommateur, le juste emballage. Donc, les industriels travaillent systématiquement à l'éco-conception, qui comporte la réduction à la source, le caractère réutilisable de l'emballage, le caractère valorisable par recyclage, valorisation énergétique ou autre, le caractère dégradable, compostage, biodégradation, qui dans certains cas peut être vraiment très pertinent. Finalement, c'est le concepteur de l'emballage qui décide de son système selon des choix techniques, esthétiques et économiques. Sur le plan économique, il y a un ratio assez connu qui dit qu'un emballage coûte, si on rapporte le prix de l'emballage au produit, à la valeur du produit qu'il contient, il en représente 10%. Et la raison de l'emballage, c'est qu'il en économise 30%. Sans emballage, on perd 30% des marchandises. Alors, l'emballage va être réalisé avec différents matériaux, papier, carton, plastique, aluminium, verre, qui possèdent des caractéristiques différentes, trouvant des applications appropriées selon les produits à emballer. Souvent, une combinaison des matériaux apporte la solution recherchée. Alors, un autre point très général sur les emballages, l'impact environnemental de tous les emballages est largement surestimé. L'utilisation de tous les matériaux d'emballage par les foyers et les entreprises ne participe qu'à hauteur de 1,7% de l'empreinte carbone du consommateur. 1,7%. Sur le graphique, vous voyez les autres postes importants, la consommation 24%, l'alimentation 15%, l'aviation 8%, etc. Donc l'impact, finalement, 1,7% à la fois, c'est beaucoup, mais par rapport à tout le reste, c'est extrêmement faible. Et là, il s'agit de tous les emballages. Si on prend seulement les emballages ménagers, on tombe à 1%. Et si on regarde les emballages en plastique ou en verre, chacun 0,4% environ. Voilà, c'était pour positionner l'impact environnemental des emballages. Je vais passer là
à donner quelques explications générales rapides sur les matières plastiques. Alors, les matières plastiques, dans l'absolu, représentent 6% de l'utilisation du pétrole et les emballages 2%. L'idée générale, elle serait de se dire, changeons de mode de consommation d'énergie et utilisant quasi éternellement le pétrole comme matière première, tout en la recyclant, en la réutilisant. On a là une matière première fabuleuse, et si elle n'est pas dispersée en énergie, elle est extrêmement quantitative. L'extraordinaire développement des matières plastiques dans les domaines les plus variés. Alors, les domaines sont, vous les connaissez, l'emballage, le bâtiment, l'automobile, l'électricité, l'agriculture, le médical, le textile, etc. Il est dû à quelques qualités très, très importantes qui sont la légèreté, qui provoque finalement leur caractère écologique, leur coût et leur adaptabilité. Légèreté, coût, adaptabilité. Ils sont souples ou rigides, transparents ou opaques, étirables ou rétractables, aptes au contact alimentaire, durables ou biodégradables, isolants thermiques, amortisseurs, barrières à l'eau, à l'oxygène, peuvent être chimiquement inertes. C'était sur les matières plastiques. Vous en utilisez beaucoup dans votre vie, on peut estimer trop. Leur transformation, leur substitution serait extrêmement compliquée et lourde. Alors, je vais venir aux emballages en matière plastique. S'il te plaît, si tu peux, merci. Donc, on est à la bonne page. On était à la bonne page, pardon. Si tu peux revenir en arrière. Virginie, merci. Dans le cas des emballages en matière plastique, il y a un élément clé qui est rarement dit, ça fait plusieurs fois que j'en parle, c'est des éléments qu'on connaît depuis plusieurs années qui n'ont jamais été contestés. Il faut vraiment retenir que si tous les emballages en matière plastique étaient remplacés à fonction égale par les autres matériaux traditionnels, les émissions de gaz à effet de serre de ces emballages seraient multipliées par 2,7. L'impact climatique énorme. Donc, on est dans un système vertueux, a priori, indépendamment du fait que l'on consomme. Mais on consomme, lorsqu'on utilise des emballages en matière plastique, de la façon la plus écologique possible. C'est Tildenstadt de juillet 2011. Le magazine Géo lui-même le confirme, le remplacement du plastique par des matériaux alternatifs pourrait être encore pire pour l'environnement. Donc ça, c'est un véritable élément de réflexion. Qu'est-ce que l'on veut consommer, combien on veut consommer et avec quels moyens. Pour trancher sur ces chiffres-là, les analyses de cycle de vie de différents produits sont également très instructrices. On a deux exemples locaux que vous manipulez pratiquement journellement. Les films rétractables souples et les bouteilles en PET, vous achetez couramment des packs de boissons. Eh bien, les deux secteurs qui contribuent le plus à l'avantage des matières plastiques dans le cadre des émissions de gaz à effet de serre sont les bouteilles pour boissons et les films souples rétractables de groupage, produits très développés à La Réunion. Le concurrent serait assez naturellement du verre. Une bouteille en matière plastique d'1 litre pèse environ 32 grammes, une bouteille en verre plus de 200 grammes. La différence se fait sur le poids. 1 kilo de matière plastique est plutôt moins écologique qu'1 kilo de verre, mais comme il en faut 6 fois moins, on se retrouve avec des coefficients très favorables aux matières plastiques. Un exemple encore plus impressionnant est celui des sacs de caisse. Voilà. Si on considère l'impact environnemental global, gaz à effet de serre, ozone, eutrophisation terrestre et marine, le sac de caisse en polyéthylène en souple s'impose. La plupart des sacs terminent leur vie comme sac poubelle. Il faut alors utiliser 870 fois un sac composite jute, coton, et 7100 fois un sac en coton pour que leur impact soit ramené à l'impact d'un seul sac PE et qui ne serait utilisé qu'une fois. Or, un sac en polyéthylène peut être utilisé plusieurs dizaines de fois. Voilà, ça, c'est le ministère du Danemark avec son agence de l'environnement qui a fait une étude sur tous les sacs utilisés au Danemark. Mais ces chiffres-là sont corroborés par d'anciennes études qui venaient de Carrefour et une étude plus récente de l'ADEME qui était un comparatif entre les sacs en polyéthylène
et les sacs en coton destinés à l'emballage des fruits. La loi AGEC, anti-gaspillage, économie circulaire, Virginie nous l'avait rappelé, s'attaque au gaspillage dans ce que nous consommons, emballage et produits. Cette loi est prudente en ce qui concerne les emballages plastiques, leur donne du temps et des échéances pour que leur économie devienne circulaire. Emmanuel Guichard, délégué général d'Elipso, nous fera un focus sur cette loi, l'état des décrets actuels et l'évolution de notre profession. Après avoir utilisé un emballage, il y a les déchets. La pollution engendrée par les rejets sauvages des produits en matière plastique dans la nature reste un véritable fléau, contre lequel il faut se battre de manière résolue et efficace. C'est notre responsabilité à tous, producteurs, consommateurs, collecteurs de déchets, d'instaurer un cycle de vie circulaire pour les matières plastiques, afin que soit résolu le problème de leur dispersion dans l'environnement terrestre et marin. On peut quand même rappeler quelques chiffres. Sur les déchets marins, il est important de constater que ce sont 8 fleuves d'Asie et 2 fleuves d'Afrique qui déversent 90% du plastique retrouvé dans les océans, 2%, et c'est trop, provenant d'Europe et des États-Unis. Donc, à La Réunion, les industriels et BPE développent un programme qui s'appelle Clean Sweep, dont l'objectif est zéro perte de granulés, notamment sur le site de production. Bourbon Plastique est un pionnier du recyclage à La Réunion et nous recyclons la totalité de nos déchets internes. Il n'y a pas de perte de matière dans notre usine, ou très peu. Bourbon Plastique et Emballage récupère également des déchets propres de production auprès de ses clients industriels et les recycle en sacs de caisse et sacs poubelles. Et BPE est aussi en train de lancer une expérience de collecte post-consommation propre avec un collecteur spécialisé, Fourmise, qui a démarré une activité de ce type à La Réunion. Ça correspond à un écrémage des déchets propres. Très intéressant. Bourbon Plastique Emballage a reçu la certification MORE, témoignant de son engagement en faveur de l'économie circulaire avec l'intégration de plastique recyclé. La Réunion, on l'a vu, où la consommation est plus importante que la production locale, se pose alors le problème d'un gisement de déchets supérieur à la capacité de réintégration de ces déchets dans les fabrications. Très supérieur. Il faut donc, après avoir optimisé la collecte et le recyclage, développer les solutions alternatives d'utilisation de ces déchets, l'exportation, la diversification d'usage, l'énergie. Notamment, localement, la production d'énergie électrique est, selon l'IEDOM, assurée à 68% par du charbon et du fioul. 68%. Le traitement des déchets en combustible solide de récupération permet de diminuer notre dépendance énergétique. Et les matières plastiques permettraient d'apporter environ 15 000 tonnes de matière avec un pouvoir calorifique comparable à celui du pétrole dans ce gisement. À La Réunion aussi, un équipement large, poubelles grises et jaunes, déchetterie, permet de récupérer l'ensemble des déchets post-consommation, ce qui est la première étape essentielle de la collecte, afin d'éviter tout déchet sauvage. Citeo rassemble les contributions des industriels à cette collecte et M. Maucan, directeur du schéma industriel et outre-mer de Citeo, nous expliquera la gestion locale des déchets. Juste un petit mot, presque marketing. Quand la fête est finie, il reste les déchets. Je pense que l'emballage doit être attractif, simple, efficace et parfois sobre pour que l'on puisse durablement consommer mieux. Merci de votre écoute. Merci Jean-Claude pour cette présentation. On va passer directement, les questions sont à la fin, hein. On va passer directement à la présentation de Emmanuel Guichard. Voilà. Donc, bonjour à tous, donc, je suis Emmanuel Guichard, je suis délégué général d'Elipso. Elipso, c'est l'association qui représente les producteurs d'emballage plastique en France. Donc, je suis content d'être avec vous. Donc, à l'origine, et sur invitation de Kaleidropic, je devais être là physiquement. Ça aurait été sûrement beaucoup plus sympa et plus convivial que cette présentation, mais ça nous donne quand même l'opportunité de pouvoir échanger, même si c'est par écran interposé. Donc, le but de ma présentation, c'est de vous présenter un peu la réflexion qu'il y a, notamment au niveau international, sur les sujets plastiques et économie des plastiques, notamment avec un cadre qui est le cadre de la Fondation Ellen MacArthur, et après de vous présenter
comment ce cadre, hein, qui est plutôt un cadre conceptuel, a été décliné en France dans la loi AGEC, sachant que comme toute loi, c'est issu d'un débat parlementaire, donc c'est pas forcément toujours cohérent, les mesures sont pas forcément cohérentes les unes avec les autres. Et après, je vous propose de faire une présentation assez dans le détail, mesure par mesure, de ce qui a été voté et qu'est-ce qui s'applique, qu'est-ce qui ne s'applique pas. Et puis on pourra faire quelques questions un peu plus précises, sachant que moi je ne travaille pas pour l'administration, donc je peux vous donner l'interprétation qu'on en a, mais s'il y a des questions très très précises, il faut se retourner vers les autorités compétentes. Donc l'emballage plastique en France, qu'est-ce que c'est ? C'est un secteur industriel important, avec plus de 8 milliards d'euros de chiffre d'affaires, 320 entreprises, 38 000 collaborateurs et une transformation de 2,2 millions de tonnes d'emballage plastique. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'il y a deux grandes familles d'emballage plastique. Il y a l'emballage ménager, donc celui en fait que vous mettez dans votre bac jaune, en tout cas qui emballe la plupart de vos produits de grande consommation et surtout des produits alimentaires. Et après, il y a l'emballage industriel, donc qui est quelque chose que le consommateur ne voit pas, mais qui est tout ce qui est emballage logistique, emballage utilisé dans le bâtiment, emballage utilisé pour toute activité industrielle, qui lui a la même taille que l'emballage ménager. Ça, c'est important à avoir en tête parce que quand on pense emballage, et notamment emballage plastique, on pense souvent aux emballages de biens de consommation et à l'emballage alimentaire. C'est une partie conséquente de l'emballage plastique, mais ce n'est pas du tout la partie majoritaire. Et c'est le point qu'il faut toujours avoir en tête dans les politiques publiques, puisqu'il ne faudrait pas qu'on ait des politiques qui portent que sur un seul produit. Et à La Réunion, on est représenté avec deux adhérents, donc Jean-Claude qui vient de parler, et aussi la société Ecoplast qui est adhérent d'Ellipso. Diapo suivante. Je vais passer pas mal de temps sur cette diapo qui est finalement assez simple et en fait elle résume tout. Donc si vous n'avez qu'une diapo à retenir de ma présentation, ce n'est pas les diapos réglementaires qui sont un peu compliqués, les lois ça se fait, ça se défait, c'est vraiment cette diapo-là. Alors cette diapo-là, elle est originaire de la Fondation Ellen MacArthur. Alors Ellen MacArthur, vous la connaissez tous. C'est cette petite dame, c'est donc une navigatrice. Hein. Donc Ellen MacArthur, étant navigatrice, étant bien sûr très attachée à la mer et aux océans, elle a des idées très claires sur la pollution plastique. Et Ellen MacArthur, qui était anoblie, donc c'est dame Ellen MacArthur maintenant, elle a créé cette fondation qui travaille sur l'économie circulaire. Et son objectif, il est assez simple, il est de faire en sorte que les plastiques, et notamment les emballages plastiques, puisque là on parle des emballages plastiques, ont une contribution positive à notre économie, finalement à notre environnement aussi, pour ce qui a été présenté par Jean-Claude. Par contre, dès qu'ils se retrouvent sous forme de déchets, et notamment de déchets sauvages, de déchets marins, ils ont une contribution ultra négative. Et donc le but conceptuel de la Fondation MacArthur, hein, qui est donc une forme de think tank, ce sont des gens qui réfléchissent, c'est de faire en sorte que les plastiques restent dans l'économie et ne partent pas dans la nature, dans l'environnement. Et donc, autour de cette idée-là et de ce concept-là, qui est finalement très simple, hein, c'est de faire en sorte qu'on utilise mieux la matière plastique et qu'on n'utilise que ses aspects positifs tout en réduisant ses aspects négatifs. Ils ont conçu tout un cercle de pensée que vous retrouverez, donc vous avez le lien à droite, hein, ça existe en français, donc ça s'appelle Pour une nouvelle économie des plastiques, et ça se résume sur ce petit schéma circulaire. On va commencer par en bas, conception-production. Là, vous voyez, il y a la petite usine en bas. Ce qui est intéressant dans la Fondation Ellen MacArthur, c'est qu'ils mettent en point central la conception des emballages, c'est-à-dire qu'ils considèrent que pour avoir une économie circulaire, il faut que la façon dont on conçoit et on produit les emballages plastiques permette leur circularité au maximum. Et donc ça, pour nous, producteurs d'emballages plastiques, c'est très intéressant et surtout, ça correspond à ce qu'on pense et ce qu'on dit. Et c'est aussi, et Citeo en parlera après, c'est aussi le message porté par Citeo autour de l'éco-conception et de la conception des emballages. C'est que la clé, elle se trouve au niveau de la conception. Pourquoi? Parce que ça peut être des interdictions ou d'autres mesures qui vont derrière. Si on n'a pas modifié la façon dont on conçoit les emballages, on n'arrivera pas à faire grand-chose d'autre dans la chaîne. Après, la Fondation, elle parle de l'utilisation et elle insiste très fortement sur le fait qu'on doit aussi concevoir plus d'emballages
réutilisables. Et bien l'emballage plastique, c'est pas un ennemi de la réutilisation, bien au contraire, puisque, et notamment dans le domaine industriel et commercial, on a énormément de réutilisation en plastique. Les palettes, pas en bois, des palettes en plastique, vous avez les IBC, qui sont ces contenants de 1000 litres utilisés dans l'industrie. On a énormément d'applications pour lesquelles le plastique est très bon pour la réutilisation. Il ne casse pas. Il peut être facilement transporté parce qu'il est léger. Il a une bonne résistance mécanique. Votre casque de vélo, il est en plastique, il n'est pas dans une autre matière, puisqu'il est en capacité d'absorber le choc. Et c'est la même chose pour, par exemple, polystyrène expansé pour protéger des produits. Donc, on doit concevoir les produits et les produire pour rentrer dans la chaîne. On doit avoir de la réutilisation de façon assez importante. Et ça, il y a encore des gisements de réutilisation qui existent. Et après, on a 3 voies. La voie principale, c'est le recyclage, je vais en parler, mais surtout, on a 3 autres voies qu'il ne faut pas oublier. On a la voie du compostage, puisque la Fondation Ellen MacArthur considère que le compostage est une valorisation positive, et l'exemple qu'il donne, alors qui de façon intéressante a été transcrit dans la loi française, c'est le sachet de thé. Un sachet de thé, c'est composé à 90% de matière organique. Donc, si vous voulez valoriser, et de l'eau, puisque c'est plein d'eau, un sachet de thé, si vous voulez valoriser un sachet de thé, en fait, la seule chose intelligente à faire, c'est le composter. La matière ne repartira pas dans le cycle de recyclage, mais la matière, elle ne partira pas non plus dans l'environnement. Il y aura une forme de valorisation. Donc, on a ce point-là. On a la valorisation énergétique, vous voyez, qui est toujours mentionnée. Et ça, c'est important de l'avoir en tête, puisque certes, le recyclage et la conception des produits plastiques pour pouvoir les recycler, c'est quelque chose d'indispensable, mais, et notamment sur certains territoires, comme la Réunion par exemple, l'idée de pouvoir avoir de la valorisation énergétique n'est pas quelque chose qui est refusé et réfuté dans la réflexion, sous certaines conditions, bien évidemment, et je pense que vous connaissez ces sujets d'émissions et d'optimisation, parce qu'il faut aussi que ça produise notamment un réseau chaleur, mais la valorisation énergétique est quelque chose qui est maintenu. Et par contre, le but central de tout ce dont on parle à la Fondation, c'est de réduire, c'est le petit point 2, réduire de manière drastique les fuites de plastique vers les systèmes naturels ainsi que les autres externalités négatives. Et donc, tout est pensé pour qu'on limite les fuites. Et je vais vous donner un petit exemple qui est aussi repris dans la réglementation européenne. C'est très simple, c'est les bouchons attachés. Eh bien, à partir du moment que vous attachez un bouchon à une bouteille, eh bien, vous réduisez considérablement le risque que ce bouchon parte dans la nature. Il partira dans la nature si la bouteille part à la nature, ce qu'il faut absolument empêcher, mais c'est beaucoup plus facile d'aller collecter des bouteilles que d'aller collecter des bouchons individuels. Donc ça, c'est un petit exemple de conception. Et maintenant, allons dans le recyclage, donc qui est vraiment la voie majeure. Vous avez une petite flèche de sortie. Alors, autres matériaux, c'est une histoire de traduction. C'est aussi que c'est pour rappeler que, par exemple, les emballages plastiques serviront à faire pas forcément des emballages plastiques. On peut avoir des boucles fermées. C'est par exemple pour le PET, on peut refaire des bouteilles de soda à partir de bouteilles de soda. Mais ça sert aussi dans le bâtiment, dans toutes les autres utilisations, des pare-chocs de voitures, toutes les utilisations qu'il y a de plastique dans l'industrie. Donc, une partie reste. Il doit y avoir donc cette nouvelle économie des plastiques, puisque la majorité de ces plastiques, en dépit de la majorité de ces plastiques, retournent dans la conception des produits. Et leur idée centrale, donc c'est le point 3, c'est de découpler la production de matières plastiques des ressources fossiles. Et donc, bien évidemment, la matière recyclée, certes, à un moment, elle a eu une origine fossile, mais à partir du moment qu'elle est recyclée, ce n'est plus de la ressource fossile. Et l'idée de la Fondation, donc c'est pour ça que je vous dis que c'est vraiment une idée à très long terme, c'est de faire en sorte que, alors on a toujours des pertes de rendement, vous savez, c'est le principe même de l'entropie en physique, on n'a pas de boucle permanente, on a forcément des pertes de rendement, et l'idée c'est que les pertes de rendement soient compensées par de l'introduction de matières issues de ressources renouvelables, c'est-à-dire qu'on n'utiliserait à terme que de la matière recyclée, ou quand on aura besoin de mettre la matière vierge qui n'est pas originaire
de sources fossiles. Donc j'ai passé un peu de temps sur ce diagramme parce que si vous ne le connaissez pas, en fait c'est éclairant et je vais vous montrer sur la diapo suivante, c'est-à-dire qu'à chaque fois qu'on doit se poser la question de pourquoi on fait une politique, pourquoi est-ce qu'on fait notre emballage, pourquoi est-ce qu'on conçoit un emballage comme ça, pourquoi est-ce qu'on met en place des filières de recyclage, c'est quelque chose de compliqué, c'est quelque chose de très lourd. Eh bien, l'idée, c'est de se raccrocher à ce schéma, et donc vous trouverez dans le lien le détail de la présentation, c'est une étude très épaisse. Diapo suivante. Voilà. Alors, pour revenir un peu sur nos sujets à nous, donc la France est membre de l'Union européenne, et vous savez, la hiérarchie des normes, le droit européen prime sur le droit national quand ça en était décidé, et donc, bien évidemment, ces sujets environnementaux ont une dimension européenne très forte. À l'origine de toute la réflexion, vous voyez que c'est donc en 2017, sur la gauche de la diapo, vous voyez que c'est le rapport de la Fondation Ellen MacArthur. C'est vraiment ce qui a guidé la pensée européenne et la pensée nationale, puisque au niveau français aussi, la Fondation Ellen MacArthur, notamment avec son secrétaire général Jocelyn, participait à tous les travaux de la feuille de route économie circulaire. Donc la Fondation Ellen MacArthur a entraîné quelque chose qu'on appelait la stratégie plastique, puis la directive produits plastiques à usage unique, et à terme va entraîner une révision de la directive emballage. Et au niveau français, ça s'est matérialisé par une feuille de route pour l'économie circulaire, qui était quelque chose axé autour du 100% plastique recyclé, qui était une promesse de campagne d'Emmanuel Macron, pour aller vers donc la loi AGEC dont on a parlé, qui a été publiée en février, et dont les décrets sont en cours de publication. On reviendra dessus. Donc ce cadre européen, ce cadre national, mais tout est quand même issu de la pensée autour de la Fondation Ellen MacArthur. Diapo suivante, s'il vous plaît. Voilà. Donc en repartant de ce schéma de la Fondation de MacArthur, sur ce diapo, nous vous avons positionné les différentes mesures de la loi en indiquant où c'est qu'elles en étaient. On pourra rentrer un peu plus dans le détail. À l'oral, je vais vous donner quelques indications. Bien évidemment, chaque décret, il fait une dizaine de pages, donc il y a beaucoup de détails et je vais rester dans la compréhension globale. Donc, je vais partir d'en bas, comme tout à l'heure, sur la conception des emballages et sur leur collecte. La première chose, et ça peut-être que Philippe Moucan pourra en parler un peu plus, c'est qu'on a donc des filières REP, responsabilité élargie du producteur, c'est le principe du pollueur-payeur. Les gens qui mettent sur le marché des produits doivent contribuer à leur collecte et à leur recyclage. Donc, ce qu'on appelle la REP, qui est notamment pour les emballages ménagers portés par Citeo. Mais en emballage plastique, Citeo, c'est que 40% de l'emballage plastique. Vous avez des emballages industriels et commerciaux, c'est la moitié du gisement, et vous avez des emballages, ce qu'on appelle restauration hors domicile ou hors foyer. Alors actuellement, bon, à Paris, il n'y en a plus, puisque tous les restaurants sont fermés, mais il n'empêche qu'on doit avoir donc des mises en place de nouveaux dispositifs financiers ou opérationnels de collecte. Bon, il y aura probablement un petit décalage, puisque notamment, comme il n'y a plus de café, hôtel et restaurants, il n'y a plus d'emballage, donc il n'y a pas de raison d'accélérer leur collecte. Après, on a un autre mécanisme qui est l'augmentation des éco-contributions et des éco-modulations, c'est-à-dire qu'une personne qui met sur le marché un emballage, donc on va prendre un producteur de soda qui met sur le marché, donc celui qui vend c'est du soda, mais il doit bien le vendre à travers un emballage, et bien son emballage, ce qu'il va payer à l'éco-organisme sera modulé à la fois avec des éco-contributions et des éco-modulations, c'est une petite nuance, c'est-à-dire que plus son matériau va être recyclable et recyclé, moins il paiera. Et c'est le principe du pollueur-payeur, mais qui est accentué par une disposition tarifaire. Après, on a un projet de décret sur tout ce qui est marquage et incorporation. Ça, c'est très important, puisque, comme l'a dit Jean-Claude au début, une des fonctions centrales d'un emballage, c'est de pouvoir être un support d'information. Et ce support d'information, eh bien, un certain nombre d'allégations sont importantes. Ça contient du recyclé. Oui, ok, est-ce que ça comporte 2% de recyclé ou 80% de recyclé? Est-ce que finalement le fait de dire qu'il n'y en a que 2%, c'est pas trompeur par rapport à un emballage qui en a 50%? Ou quelqu'un qui dit qu'il y en a 70% alors qu'on sait que techniquement on peut difficilement dépasser les 30%. Bon, voilà. Il y a beaucoup de sujets
autour des marquages et des allégations, donc qui sont aussi étudiés. Et le décret le plus emblématique, mais qui finalement est probablement le plus creux, hein, c'est 2040, la fin de la mise sur le marché des plastiques à usage unique, dans lequel on a, Virginie, sur votre écran, on voit votre, je vois apparaître un truc sur l'écran en bas à droite. Je ne sais pas, peut-être que vous regardez Teams, mais ça fait que je ne vois plus le reste de ma diapo. Donc, voilà, merci. Sur 2040, on a donc la fin de mise sur le marché des emballages plastiques hygiéniques. On pourra en reparler. On est en cours de rédaction du décret et d'échange. Le but, c'est d'avoir une stratégie non contraignante pour que la France vise la fin des plastiques à usage unique. Donc nous, côté Ellipso, on pense que c'est complètement irréaliste. Et en plus, c'est complètement antagoniste, si vous voulez, avec le schéma de la Fondation Ellen MacArthur, qui, elle, ce qu'elle vise, c'est qu'il n'y ait plus de pertes dans l'environnement, qu'il y ait des emballages plastiques qui soient repensés pour que leur contribution positive se maintienne. Donc ça, on pourra en parler un peu plus. C'est plutôt un acte très politique, puisque le décret sera mis en place. Alors après, si on continue, on a un projet de décret aussi sur les mentions biodégradables et les mentions compostables. Alors biodégradable, c'est pas que pour nous, et je pense que notamment à La Réunion, vous avez probablement une très grande sensibilité sur ces sujets-là. C'est par exemple sur un shampoing qui est biodégradable à 98%. Voilà, est-ce que cette allégation doit être utilisée, puisque est-ce que 98%, ça fait quand même qu'on a 2% qui ne sont pas biodégradables, donc à l'issue des stations d'épuration, si les stations ne sont pas parfaites, on risque d'avoir de rejets de substances qui ne sont pas facilement dégradables dans l'environnement. Donc voilà, donc il y a toute une réglementation là-dessus qui n'est pas spécifiquement plastique, mais qui peut avoir un impact en plastique aussi. Et de toute façon, les emballages étant des supports d'information, ça nous impacte forcément, puisque l'information elle provient de nous, hein, c'est nous qui l'imprimons ou qui l'ajoutons sur les emballages. Après, on a l'interdiction de la mention compostable si le produit n'est pas compostable en emballage domestique, en fait. Puisqu'on a deux types de compostage. Je rentrerai dedans si vous voulez, c'est un peu technique, mais très peu impactant. Alors, au niveau européen, et c'est porté aussi au niveau français, c'est que on doit, donc le niveau européen dit en 2030, tous les emballages, alors en fait, c'est pas tous les emballages plastiques, c'est tous les emballages, hein, le verre, le papier carton, la cellulose, tout ce que vous pouvez imaginer comme emballage, tous devront être réutilisables ou recyclables quand ils seront mis sur le marché européen. Et donc, quand ils rentreront sur le marché européen aussi, hein, donc ça va être une entrave au marché international très fort. Ça, c'est vraiment le grand enjeu qui arrive pour tout le monde, parce que c'est vraiment du droit européen. Et en fait, quand on commence à creuser, alors en emballage plastique, c'est plutôt connu qu'est-ce qui est recyclable et pas recyclable, parce qu'on est en train de créer les filières. Donc comme on crée les filières, par exemple les sacs que produit Jean-Claude et les films, c'est du PEBD, on a des filières en France de recyclage de PEBD, c'est émergent, hein, c'est pas une très grande échelle, mais on voit que ça marche, ça a été validé techniquement et tout ça. On a plus de difficultés en fait pour les flux de matériaux qui sont déjà très importants, type le verre, le papier carton, puisque effectivement, eux, les flux étant déjà en place, à chaque fois qu'on va arriver avec des innovations, on n'est pas forcément sûr que les innovations puissent rentrer dans la boucle de recyclage. Donc en fait, cette disposition du 2030 que tous les emballages doivent être réutilisables et recyclables, va être un vrai tremblement de terre pour toute la profession et va probablement changer beaucoup de choses. Mais ça, on parle de 2030. Les débats au niveau européen vont commencer fin de l'an prochain. Mais en tout cas, sachez que pour Ellipso et pour nos adhérents, c'est quand même le point le plus important qui arrive. C'est ça, peut-être même un peu plus que la plupart des dispositions de la loi AGEC. Après, on a, en termes de réemploi, donc si je vais en haut de la diapo, incitation au réemploi et à la réutilisation des emballages, que ça soit sur les repas à domicile, la restauration, les cantines scolaires et tout ça. Donc voilà, donc ça c'est un certain nombre de dispositions réemploi qui se mettent en place. Et à gauche, si je continue sur ma diapo, on a tout ce qui va être taux minimal d'incorporation de matières recyclées, en plastique comme dans d'autres emballages, hein, en papier, en verre, voilà, tous les emballages que vous pouvez, et en acier bien évidemment,
Donc un taux minimal d'incorporation de matière recyclée. En plastique à date, c'est uniquement pour les bouteilles d'eau en moyenne nationale 2025-2030. Et 2030, ça serait aussi sur les bouteilles de lait. Voilà, c'est en discussion. Ça amène beaucoup de questions méthodologiques, hein, comment compter le recyclé. Et surtout, la problématique qu'on a, c'est qu'à date, on n'a qu'une seule résine apte au contact alimentaire, c'est-à-dire qui peut être directement en contact avec les aliments, c'est le PET. Donc, ce qui est la matière dont sont faites les bouteilles, typiquement soda ou jus de fruits. Et la problématique, c'est qu'on n'en a pas assez. Et donc, on se retrouve en fait dans des obligations et des engagements de grandes entreprises et avec des différentiels de prix complètement fous, c'est-à-dire qu'on a une matière recyclée qui se met à coûter 2 fois plus cher que la matière vierge. Donc, mécaniquement, on a aussi un frein de marché puisque le sujet pouvoir d'achat, ça ne vous échappera pas, est devenu le premier sujet avec la perspective d'un ralentissement économique fort. Et donc, on se retrouve avec une forme d'antagonisme entre un besoin exprimé d'incorporer plus de matière recyclée pour découpler, hein, ce qui est le but, ce qui explique la Fondation MacArthur, hein, plus on utilise de matière recyclée, plus on découple des ressources fossiles, et finalement une collecte qui n'est pas encore assez forte pour pouvoir aller capter plus de gisements et des autorisations réglementaires qui font que aujourd'hui un pot de yaourt il ne peut pas être en matière recyclée, on n'a pas le droit, sauf si on le fait en PET, mais un pot de yaourt en PET il n'est pas recyclable, donc on rentre dans des catégories dans des débats un peu compliqués. Tout ça pour dire que ce taux minimal d'incorporation recyclée, à date, il ne nous impacte pas forcément, mais c'est sûr qu'à horizon, donc révision de la directive européenne, donc à horizon 2030, personnellement, je ne vois pas comment est-ce qu'on n'aura pas 30% de matière recyclée dans tous les emballages, inclus le verre, le papier carton et tout ça, puisque ça paraît difficile d'avoir une économie beaucoup plus circulaire des ressources en emballage, et en même temps, de ne pas avoir de levier d'incorporation aussi important qui est notre marché. Mais pour ça, il y a à la fois des problèmes de collecte et puis des problèmes réglementaires d'homologation. Et à la fin, sur justement les plastiques biosourcés, biodégradables, compostables, qui sont des très grandes demandes du consommateur. Hein. Si vous avez regardé la presse les derniers jours, en tout cas, moi, dans la presse que je lis au niveau local, en fait, un peu les seules bonnes nouvelles qu'on a, c'est la mise en place d'un composteur localement, c'est des distributions de lombriculteurs dans des appartements. Voilà, c'est un peu la seule petite bonne nouvelle. Donc, on voit qu'il y a un sujet quand même très fort sur ces sujets-là. Et voilà, donc c'est les biomatériaux, c'est en introduction avec les tropiques, on a reparlé. Donc, il y a un gros sujet là-dedans. Et là-dedans, le législateur, la OAGEC, demande à l'ADEME de se positionner là-dessus. Le législateur est assez mal à l'aise entre le fait que ce n'est pas forcément des produits très connus, il y a énormément de diversité, on est dans le monde de l'innovation, donc quasiment chaque labo a un produit différent, et finalement une très grande attente des citoyens pour qu'il se passe quelque chose. J'étais un peu long sur cette diapo, mais comme ça au moins je vous ai essayé de vous faire balayer tout ce qu'il y a dans la OAGEC. Ouais, voilà. Après on a un certain nombre d'interdictions qui sont somme toute pas très importante. Hein. N'ayez pas l'impression que la loi GEC a interdit tous les emballages plastiques, ce n'est pas vraiment le cas. La loi GEC, elle a transposé des dispositions européennes qui sont issues d'études d'impact et pour lesquelles il y a des produits de substitution, mais quand on n'a pas de substitution, on n'a pas eu d'interdiction. Et après, alors je vais rentrer dans l'ordre, on commence à gauche, 2016, donc c'est sous Ségolène Royal, interdiction des sacs de caisse fin et des emballages en sac OXO, donc tout sac plastique doit faire plus de 50 microns pour être réutilisable. On a aussi, à partir de 2017, développement des sacs compostables de façon plus importante, notamment pour les fruits et légumes. On avance. 2020, on a eu, donc là c'est dans la loi EGalim, une obligation de distribution d'eau plate dans les cantines, plus, donc ça c'est vraiment poussé par les associations de parents d'élèves, plus des interdictions de produits non d'emballage. Alors ça, c'est un peu compliqué. En fait, un gobelet, si vous l'achetez au supermarché, donc vous allez faire vos courses, vous faites un anniversaire, et vous voulez avoir des gobelets, notamment pour les enfants. Et en fait, les grandes surfaces, depuis 2020, ne peuvent plus vendre de gobelets plastiques. En tout cas, de gobelets plastiques à usage unique, peuvent vendre des gobelets plus épais. Sauf parce que ce n'est pas un emballage. Par contre, si vous êtes un traiteur, donc si
si pour faire votre fête, c'est pas vous qui allez acheter au supermarché, mais vous invitez un traiteur chez vous, c'est comme une super fête d'anniversaire pour les enfants, mais vous invitez le traiteur chez vous, et c'est le traiteur qui sert des boissons ou de la soupe froide, ce genre de choses aux participants, et bien là, le gobelet n'est pas interdit parce que le gobelet est un emballage. Alors, je vous avoue que c'est très compliqué et ça fait partie notamment des incompréhensions. Et pourquoi cette distinction elle est importante? Parce qu'en fait, interdire un emballage, ça revient à fermer le marché français par rapport au marché européen. Et la directive emballage, elle a été créée justement pour éviter ça, parce que la base de sa création de la directive emballage, on va faire un peu d'histoire, c'est que le Danemark avait mis en place une réglementation qui imposait un certain type d'emballage pour le marché danois. Et ben, devinez quoi, il n'y avait que les produits danois qui pouvaient passer cette réglementation. Et de la même façon, alors vous savez que la France a quelques tensions avec notamment la Pologne, et ben, on pourrait parfaitement imaginer que la Pologne interdise des bouteilles en verre très épaisses, vraiment très lourdes, relativement dangereuses avec des risques d'explosion. Et en gros, en interdisant la bouteille de champagne, la Pologne interdirait le champagne. En fait, elle n'interdirait pas en la Pologne, c'est facile à comprendre qu'on pourra avoir des tensions dans le marché européen. Et c'est-à-dire quand vous interdisez l'emballage, très souvent, ce que vous faites, c'est d'une façon astucieuse d'interdire le produit lui-même. Et donc, la directive emballage, elle protège complètement les emballages, puisqu'elle part du principe que si vous interdisez un emballage, ça revient à interdire le produit. Et donc, c'est cette histoire de gobelet, c'est ça, parce que on peut pas, si on interdit le gobelet, ben, en fait, on interdit le marché intérieur, etc. C'est un gros débat juridique. Mais par contre, en 2021, j'avance, il y a eu dans la loi, parce que la directive au niveau européen a évolué, qu'il y a une possibilité de réduction, on se retrouve avec des interdictions de gobelets, les interdictions des assiettes, là, non-emballage. Et vous comprenez bien que tant sur le gobelet que sur l'assiette, il y a une interdiction. Alors, dans les faits, sur les gobelets, c'est une réduction forte, ce n'est pas complètement une interdiction. On a donc des interdictions parce qu'il existe des produits substitutions. Donc, c'est-à-dire parce que des assiettes en carton, ça existe. Alors, ce n'est pas aussi efficace, notamment s'il y a de la sauce, mais en tout cas, ça existe. Les gobelets, bah, ça existe aussi en carton. Alors, c'est un carton laminé, donc dans les faits, c'est techniquement encore un plastique, mais il y a moins de matière plastique. Et la valorisation est aussi un peu différente puisqu'on part dans une filière papier-carton qui, à date, est en capacité d'avaler tous ces nouveaux volumes. Voilà, et ces deux interdictions sont liées à des obligations de réemploi plus fort. C'est-à-dire qu'en théorie, si vous allez notamment dans l'avion, hein, ben en théorie, à terme, ils seront amenés à, normalement, vous donner plus d'emballage réutilisable et non pas substituer un emballage plastique jetable par un emballage papier jetable, mais le substituer par un emballage réutilisable. Donc ça, c'est 2021, j'avance. 2025, on a un certain nombre d'interdictions sur les contenants de réchauffe pour les cantines. Pareil, qui était un débat porté par des associations de parents d'élèves très fort. Et dans les faits, c'est un sujet très intéressant, puisque ce que les associations de parents d'élèves voulaient interdire, ce n'était pas les emballages en plastique, c'était en fait le mode de distribution des aliments. Et en fait, en interdisant la petite barquette, alors je ne sais pas si à La Réunion les repas sont faits comme ça, mais moi j'habite à Paris, la cuisine centrale en face de chez moi, hein, c'est des petites portions individuelles et qu'on réchauffe, et notamment entre les allergies et toutes les spécifications alimentaires particulières, on a des repas vraiment individualisés qui sont en petites parts. Eh bien, par interdire cette petite portion en plastique, ben en fait, la seule solution, c'est de revenir à des grands bacs en inox. On n'a pas d'autre choix. Donc, en fait, pareil, on voit bien que quand l'emballage plastique a été visé là, ce n'était pas forcément pour l'emballage plastique lui-même, c'était pour remodifier le mode de distribution des aliments. Et après, on va avoir un certain nombre alors, c'est en débat, en décret, c'est très, très politique, les interdictions d'emballage de fruits et légumes. Ce qui pose beaucoup de questions. Alors, en fait, ce n'est pas une interdiction des emballages fruits et légumes, c'est une interdiction de présenter au point de vente dans des emballages. Donc voilà, on pourra en parler un peu plus si vous voulez, mais en tout cas, le décret est en cours de consultation. Et en théorie, en 2040, la fin du plastique à emballage unique, sans emballage plastique à usage unique. Mais là, pareil, ça reste relativement théorique. Et en tout cas, nous, on pense que c'est irréaliste. Et voilà. Et après, il y a un certain nombre d'autres mesures qui sont un certain nombre de mesures qui ne sont pas de l'ordre de l'interdiction ou de la réduction. C'est qu'on a un rapport sur les boissons,
une stratégie nationale sur les plastiques à usage unique, qui est donc en fait une part de la 2040, le rapport sur le biosourcé, la REP restauration qui devait se mettre en place en 2021 avec extraction décalée. Alors, si vous avez suivi un petit peu cette loi AGEC, le grand point, c'est la consigne. Et donc, on voit qu'on va avoir un rapport sur la consigne en 2023. Vous noterez bien que 2023, c'est 2022, donc c'est le prochain gouvernement. Ça évitera de remettre le feu à ce gouvernement sur un sujet bouteille plastique. 2024, on va avoir donc un bouchon attaché. Hein, le bouchon va rester attaché aux bouteilles. 2025, on a donc la REP pour les emballages industriels et commerciaux, 25% d'incorporation moyenne pour les bouteilles PET et une obligation de collecte de 70% des bouteilles. Donc en fait, c'est en rapport avec le sujet consigne. 90% de collecte en 2029 et 2030, tous les emballages plastiques ont une filière de recyclage. 30% de recyclés dans les bouteilles, mais comme je vous l'indiquais, bon, voilà, on pense quand même que ce sera peut-être une moyenne un peu nationale. Il faut savoir qu'à date, on est à plus de 15% d'incorporation dans les emballages plastiques l'an dernier, puisqu'on n'a pas refait le recompte cette année, puisque 2020 est une année un peu particulière, donc je ne suis pas sûr que les chiffres de 2020 soient très représentatifs de toute la tendance. Mais nous, on pense que de toute façon, en 2025, on aura plus de 20% d'incorporation, et dès qu'on aura les freins réglementaires qui auront sauté, on va pouvoir progresser très vite, hein, sous réserve qu'il y a la collecte, hein, et ça fera la transition avec présentation de Citeo. Et voilà, et en théorie, une réduction de 50% du nombre de bouteilles d'eau à horizon 2030, mais qui est quelque chose qui s'activera, qui s'enclenchera avec la consigne. C'est un très vaste sujet avec beaucoup de décrets, donc ça permet au moins d'avoir une vision d'ensemble, donc c'est top. Après, je sais qu'on a eu pas mal de questions sur des points plus spécifiques, et voilà, donc je me permettrai de te poser des questions en fin d'intervention pour peut-être entrer dans des détails qui ont été demandés. Voilà. En tout cas, merci beaucoup, et du coup, je passe la parole à Philippe Maucan pour Citeo. Bonjour à tous. Donc peut-être en préambule, avant de vous parler du recyclage des emballages plastiques sur le territoire de la Réunion, peut-être rappeler un peu ce qui est Citeo. Citeo, en fait, c'est une entreprise qui a été créée à peu près il y a un peu moins de 30 ans par les entreprises pour réduire l'impact environnemental de leurs emballages et de leurs papiers en les transformant. Derrière ça, c'est bien évidemment des grands mots, hein, mais en fait, Citeo apporte conseil à l'ensemble de ses clients, entreprises de l'industrie, du commerce et de la distribution, afin de les aider à exercer leurs responsabilités. Emmanuel Guichard parlait tout à l'heure de la responsabilité élargie du producteur, le principe pollueur-payeur. En fait, les entreprises ne sont pas des pollueurs, hein, puisqu'ils émettent des produits sur le marché, mais en fait, pour aider le consommateur quand il achète ces emballages-là, il y a une participation de ces entreprises dans l'élimination de la fin de vie de ces emballages. Donc, c'est ce qu'on appelle la responsabilité élargie du producteur. Donc, qu'est-ce qui s'est passé? Donc, en 28 ans, en fait, Citeo a investi à peu près 11 milliards d'euros pour financer la collecte sélective, donc le bac jaune. Donc là, ce que je parle, c'est vraiment le périmètre ménager. Et comme le disait Emmanuel tout à l'heure, Citeo se focalise uniquement sur les emballages qui sont à destination des ménages. Donc la partie, je dirais, industrielle ou café, hôtel et restaurant n'est pas dans ce cœur de cette présentation. Et tous les chiffres que je vous présenterai par la suite concernent uniquement le recyclage et les tonnages marché à destination des ménages. Qu'est-ce qui se passe aujourd'hui sur l'ensemble du territoire français? On recycle à peu près 70%, 70% des emballages et à peu près 57% des papiers qui sont recyclés grâce au geste de tri de chaque Français sur tous les territoires. Par la suite, en fait, qu'est-ce qu'on a comme objectif de la part de Citeo? On s'est fixé 3 priorités. Donc, le premier, c'est simplifier le geste de tri pour permettre de trier tous les emballages, parce que je pense que dans le commun des mortels, trier à travers son bac jaune, c'est pas forcément simple tous les jours. Donc, il y a toujours des consignes, il y a des interdictions, des emballages qui sont à trier ou à mettre dans son bac gris, etc. Donc, demain, il n'y aura plus cette confusion, donc de pouvoir mettre dans son bac jaune l'ensemble des emballages qui seraient consommés et mis en marché par les industriels. Pour cela, bien évidemment, il faut innover pour inventer des nouveaux matériaux, des nouvelles solutions de collecte, des technologies de recyclage et de débouchés, donc à la fois travailler sur l'éco-conception, mais aussi sur les filières de recyclage, pour que, bien évidemment, si on peut mettre tous les emballages dans le bac jaune, c'est bien pour qu'il y ait une filière de recyclage ou de valorisation in fine par la suite.
Et après, un point qui est important, c'est aussi réduire l'impact environnemental des emballages qui sont mis sur le marché. Donc, on accompagne les entreprises à travers l'éco-conception. Donc, on a des programmes de R&D qui sont lancés, des appels à projets, etc., etc. Donc, ça, c'était pour vous résumer très rapidement l'action de Citeo d'un point de vue général et concrètement, comment ça se passe sur la Réunion. Alors, comment ça se passe sur le territoire? Donc, comme je vous disais, Citeo n'est pas une entreprise qui est dite opérationnelle. C'est-à-dire qu'on n'a pas directement la propriété des centres de tri, les camions de collecte, et on n'assure pas la collecte sur l'ensemble des territoires français. Pour cela, en fait, on accompagne les collectivités locales via un soutien financier qui est accordé à l'ensemble des collectivités, qui mettent, elles, en place le dispositif de collecte de tri. Et après, Citeo assure par l'intermédiaire en fait, d'un contrat spécifique le recyclage de l'ensemble des matériaux. Ça, je vais peut-être dire des choses que vous connaissez déjà bien ou voire mieux que moi. Sur la Réunion, on a 3 centres de tri qui collectent et qui trient l'ensemble des emballages collectés à travers le bac jaune. Donc on a là, sur le centre de tri de Cycléa, qui se retrouve sur le territoire du TCO que vous connaissez, sur le port, Valoï, qui est sur la commune de Sainte-Marie, sur le territoire de la Cinor. Et au sud de l'île, on a le centre de tri de la Civis, qui est sur la commune de Saint-Pierre. Alors, en termes de performance sur la Réunion, je dirais des Réunionnais sur leur geste de tri au travers du bac jaune. Là, on vous a remis les quantités qui sont collectées à travers le bac jaune sur l'ensemble des territoires et après avec un petit focus et une comparaison avec les autres territoires des Outre-mer. Et la moyenne de métropole, donc là c'est une moyenne qui date de 2015, mais globalement la tendance est à peu près la même. Même si le geste de tri progresse sur tous les territoires, on a à peu près ce même décalage. Donc, globalement, on s'aperçoit que la Réunion est un territoire qui je dirais, trie mieux que les autres Outre-mer. Alors, il y a plusieurs raisons à ça, c'est que le geste de tri est plus ancien que sur certains territoires, notamment si on prenait Réunion versus Guadeloupe. La Guadeloupe, c'est une collecte sélective qui est plus récente, qui a été mise en 2010, par exemple. La Réunion, c'est plutôt vers début des années 2000. Par contre, on voit bien qu'il y a encore un décalage par rapport à la moyenne métropolitaine. Alors, plusieurs raisons pour ça, ce n'était pas forcément l'objet de la présentation, mais qu'on a étudié il y a plus d'1 an avec l'ensemble des partenaires réunionnais pour essayer d'identifier les raisons de ce décalage de performance et quelles sont surtout, au-delà de trouver les axes d'amélioration et les pistes pour collecter davantage d'emballages et de papier sur le territoire. Une des raisons, par exemple, que je vais vous donner, que vous connaissez bien sur la Réunion, où il y a un dispositif qui s'appelle le dispositif de consigne pour renvoi des billards Dodo et Fischer, qui n'existe pas sur le territoire métropolitain. Mais ça représente à peu près 10 kg par an par habitant. Donc, vous voyez, les données ne sont pas forcément comparables en l'état et il faut trouver les bons éléments pour pouvoir faire cette analyse. Voilà, donc, mais globalement, on s'aperçoit qu'il y a encore des marges de manœuvre possibles sur la Réunion pour collecter davantage d'emballages ménagers et de papier. Alors, comment ça se passe en termes de reprise des matériaux? Alors là, je vais passer assez vite parce que je dirais que c'est des modalités plutôt de Citeo en relation avec les contrats. Comme je vous disais, Citeo n'est pas propriétaire des matières. On n'est pas opérateur de collecte, on n'est pas opérateur de recyclage. Donc, qu'est-ce qu'on fait? On assure en fait et on propose aux collectivités locales 3 choix de reprise des matériaux qui seraient collectés et triés par les centres de tri. Donc la collectivité, en fait, dans ces 3 choix, soit elle décide de le faire elle-même, donc ça c'est une possibilité, soit elle décide de contractualiser avec un opérateur, qui peut être Star, Nicolin, etc. sur le territoire, ou d'autres, ou soit elle décide de confier à une filière de matériaux qui existe. Donc pour les plastiques, c'est Valorplast sur la métropole. Mais comme la filière Valorplast n'agit pas en tant que telle sur les territoires ultramarins, en fait, Citeo propose d'assurer cette reprise pour le compte des collectivités locales. Donc, comment ça se passe? C'est qu'à leur sortie en fait, du centre de tri, schématiquement, Citeo assure la reprise de ces matériaux et passe des marchés de reprise, des marchés de reprise, pour assurer son recyclage. Alors, soit localement, soit à l'export, mais j'y viendrai par la suite. Et à partir de là, donc s'il y a des recettes positives entre, je dirais, le prix de revente de la matière
et les charges d'exploitation du repreneur et je dirais les coûts de transport, les recettes qui viendraient seraient reversées aux collectivités locales. Là-dessus, Citeo ne fait pas de bénéfices en tant que tel, n'est pas une société qui est là pour faire des bénéfices. Voilà sur les aspects reprises. Voilà, donc c'est ce que je disais. Donc, Citeo assure les contrats auprès des repreneurs locaux et ces repreneurs sont en charge d'assurer le négoce de l'ensemble des matières. Ça concerne le plastique, mais ça concerne également tous les matériaux. Après, je dirais ce qui n'est pas marqué forcément sur cette slide-là, non, mais c'est bon, Virginie, il n'y a pas de souci. Ce qui n'est pas marqué forcément sur cette slide-là, c'est que l'enjeu qu'on a demain sur les territoires ultramarins, et notamment sur le territoire de la Réunion, c'est comment on crée une économie circulaire locale. C'est comment on crée cette boucle circulaire pour pouvoir faire créer en fait une réutilisation de la matière qui serait collectée et triée pour pouvoir être réutilisée localement. Alors c'est là où il y a tout un travail à mener avec différents porteurs de projets. Il en existe sur la Réunion, il y en a même beaucoup, qui travaillent sur des solutions, je dirais, alternatives de recyclage, de valorisation, pour faire en telle sorte que on évite de transporter, je dirais, à l'autre bout du monde, des emballages qui seraient collectés et triés par les Réunionnais. Alors, Virginie, je te laisse passer parce qu'on va y venir sur la suite. Comment ça se passe sur les plastiques? À date, sur la Réunion, et donc là, c'est uniquement, comme disait Emmanuel, sur les données uniquement concernant les plastiques ménagers. Donc les trois grandes résines connues sur les plastiques, c'est le PET clair, le PET foncé et la bouteille de PEHD. PET clair, bouteille d'eau, très classique. PET foncé, c'est, je dirais, les bouteilles de soda éventuellement, plus certaines bouteilles d'eau pétillante. Et le PEHD, vous connaissez, c'est tous les flaconnages, bouteilles de lait, flacons de lessive, etc., etc. Pour vous donner des ordres d'idée. On voit que chaque année, les performances augmentent et les quantités triées augmentent. Alors, au bémol près peut-être du PET clair qui a légèrement baissé en 2019, mais ça, c'est plutôt des effets de stock, en fait, qui sont sur les centres de tri d'une année sur l'autre. Mais globalement, chaque année, on a une progression d'étonnage. Si je vous disais par rapport à la mise en marché, parce que ça peut être la question, on s'aperçoit qu'on est aux environs d'à peu près, alors schématiquement, si je peux vous dire, on a à peu près 4 bouteilles sur 10 qui sont recyclées sur le territoire de la Réunion. Donc on voit bien qu'il y a un enjeu, surtout comme disait tout à l'heure Emmanuel Guichard, c'est que si on veut atteindre ce fameux 90%, donc 9 bouteilles sur 10 d'emballage ménager recyclé d'ici 2030, on voit que la marche est encore assez importante. Et donc, il y a des actions à mener spécifiques. La consigne en est un des éléments de réflexion, mais il peut y en avoir éventuellement d'autres, qui permettent d'atteindre ce fameux taux de 90% de collecte de ces bouteilles d'ici 2030. Donc, on voit qu'on a une progression d'étonnage sur l'ensemble du territoire et qui se fait chaque année. Donc là-dessus, nous, on accompagne les collectivités locales, soit pour mettre en œuvre des programmes de R&D, d'innovation, voire d'amélioration d'un dispositif pour aller chercher encore plus de tonnes. Alors maintenant, comment ça se passe sur ces tonnages, sur le plastique? Donc, comme je vous disais, ces tonnages-là, malheureusement, à date, si on restait sur ces ordres de grandeur, on ne pourrait pas créer d'usine, il n'existe pas d'usine de recyclage de ce type de capacité sur le territoire. Et même dans le monde, créer une usine de recyclage de PET à moins de 2000 tonnes par an, je dirais, entre guillemets, c'est suicidaire industriellement de construire ce type d'unité. Donc, on voit bien qu'il y a des seuils à atteindre, je dirais, des taux nominaux ou des tonnes nominales à atteindre qui sont, je dirais, 3 à 4 fois supérieurs pour envisager de créer une unité industrielle. On a un exemple, je ne sais pas si vous étiez au courant de cette information-là. Il y a quelques mois de ça, il y avait une usine qui était présente de recyclage de PET en Martinique, qui était à peu près à 1500 tonnes par an, pareil, donc c'est à peu près l'équivalent de la Martinique, qui recevait et qui recyclait l'ensemble des tonnages de la Martinique, Guadeloupe et de la Guyane, qui malheureusement a dû fermer par faute de tonnage, par manque de tonnage. Donc,
Bien évidemment, l'objectif, c'est comment on capte plus ces tonnes d'ici les prochaines années. Mais à date, pour assurer le recyclage, on envoie une partie de ces tonnages vers des pays étrangers. Hein. Donc, la majorité de la Réunion, alors c'est vrai que les circuits maritimes sont assez complexes sur ce territoire. Donc, il y a une partie du PEHD part vers l'Espagne, la grosse majorité part en Chine, puisque le tri assuré par les centres de tri et je dirais de bonne qualité. Donc on a encore la Chine qui accepte ce type de matériaux et la Malaisie pour les PEHD. Vas-y Virginie, s'il te plaît, slide suivante. Concernant le PET, le PET, alors ça change d'année sur année. Donc, parce que je vous aurais montré l'année 2016, il y aurait pratiquement 80% qui seraient vers l'Asie. Des expéditions qui ont été faites sur le PET. Là, on voit que la grosse majorité, l'Asie ayant, je dirais, contrôlé l'entrée de ces frontières en termes d'approvisionnement de ces déchets. Donc, on n'a plus que 20% qui va vers l'Asie aujourd'hui. La grosse majorité va plutôt vers la Turquie, donc avec aussi des contraintes de logistique un peu différentes de circuits maritimes qui font que la matière coûte plus cher à recycler, pour être très clair. Et une dernière petite partie qui retourne vers l'Europe, mais et là c'est tout nouveau et c'est aussi par une demande plus importante des entreprises françaises pour avoir de la matière recyclée. Voilà en termes d'export des emballages plastiques sur le territoire de la Réunion. Pour vous dire, ça ne concerne pas que le plastique. Hein, à date, on a l'ensemble des matériaux d'emballage et de papier qui sont exportés et recyclés à l'export. Donc, on a des projets, il y a eu des porteurs de projets, notamment il y a eu les appels à projets menés par la région, où on a des porteurs de projets qui veulent proposer des solutions, soit de préparation de la matière plastique en vue d'un recyclage à l'export, soit d'autres projets qui sont vraiment aussi de création d'unités de recyclage sur le territoire réunionnais. Mais j'y viendrai peut-être par la suite. Là, donc schématiquement, c'est le cycle de la vie des emballages. Hein, donc c'est quelque chose qu'a dit aussi Emmanuel. Hein, donc c'est tout d'abord, c'est le point 1, c'est que l'habitant trie correctement. Donc c'est déjà ça qui est important, c'est comment on agit sur ce premier poste pour que l'habitant ait un moyen de collecte à disposition. Que la collecte sélective soit assurée de manière efficace. C'est peut-être une apalissade ce que je dis, mais on s'aperçoit que l'habitant souvent peut faire le bon geste de tri, mais après il est absolument nécessaire que les camions de collecte passent à des fréquences régulières et que les colonnes ou les bacs individuels soient collectés régulièrement. Après, bien évidemment, c'est que la séparation soit faite correctement dans le centre de tri. Donc, il y a des réflexions qui sont menées demain sur le devenir des unités de tri sur le territoire de la Réunion, notamment en vue d'étendre les consignes de tri à tous les emballages. Après, bien évidemment, c'est de trouver des filières de recyclage adéquates, parce qu'entre guillemets, une bouteille de PET clair ne se recycle pas pareil qu'une bouteille de PET foncé. C'est pas forcément dans le même type d'usine. Etc., etc. Et après, bien évidemment, c'est comment on réincorpore cette matière qui est régénérée, on va dire ça dans le jargon, pour en faire soit des bouteilles ou soit d'autres types de produits en fonction de la résine. Et comment ça revient dans le cycle de la distribution. Voilà, donc j'étais un petit peu rapide sur la partie cycle de vie, mais c'était pour laisser plutôt la place aux questions. Oui, merci Philippe, effectivement. Merci pour ce focus sur la gestion des déchets et plus particulièrement des plastiques à La Réunion. Donc maintenant, ça nous laisse un peu de temps parce qu'on s'était dit jusqu'à 12h30 et on finira bien à l'heure pour les questions. Donc, je m'adresse aux participants. S'il y a des questions qui vous viennent, donc les adresser par chat. Moi, je vais commencer déjà avec on a eu pas mal de questions en amont du webinaire. Jean-Claude, Emmanuel et Philippe, je vais orienter la question plus vers l'un ou vers l'autre, mais n'hésitez pas à prendre la parole si vous avez la réponse, parce qu'il y en a qui sont plus sur la loi AGEC, effectivement, et il y en a qui sont plus sur particulièrement la Réunion. Donc, je vais peut-être commencer avec des questions sur la loi anti-gaspillage et
Économie circulaire pour Emmanuel. Donc, j'avais une question qui était, donc on a vu hein, les types d'interdictions, donc les décrets sont en cours de rédaction et ils vont paraître, donc il faudra attendre les précisions pour ça. Mais on m'a demandé du coup comment cette interdiction sera contrôlée. Et après, une deuxième question, est-ce que dans les décrets d'application, alors c'est très spécifique, est-ce qu'il y aura un décret d'application concernant l'obligation des vendeurs d'accepter les contenants apportés par les consommateurs? C'est vrai que ici, alors c'est peut-être le cas en métropole aussi, mais il y a de plus en plus de choses qui émergent sur des barquettes réutilisables ou rapports à barquettes, voilà, avec les ventes à emporter, etc. de Carrie ici. Donc je pense que c'est par rapport à ça aussi, voilà. Oui, alors peut-être, merci Virginie, peut-être d'abord sur le réemploi, la réutilisation. Oui, effectivement, il y a beaucoup de choses dans la loi AGEC sur le développement du réemploi et l'utilisation. Alors vous vous souvenez, dans le petit schéma Hélène MacArthur, c'est effectivement un point important. J'ai pas trop insisté dessus parce que c'est une mesure générique à tous les emballages. En fait, c'est pas spécifique au plastique, mais effectivement, il y a une volonté de développer et de favoriser les solutions de réemploi, donc soit à travers les éco-organismes. Ce que disait Philippe et ce qu'on a rappelé, c'est qu'en fait, si vous allez faire de la vente à emporter, donc si vous allez acheter dans un commerce un plat pour le manger, soit au bureau, soit dans la rue, si vous faites une forme de pique-nique, ça, c'est pas couvert par les éco-organismes. C'est des emballages qui ne sont pas couverts par eux, puisque ce qui est en gros vendu dans les supermarchés. Donc on n'a pas beaucoup d'outils réglementaires en fait pour le mettre en place, tant que cette REP n'est pas mise en place. Mais oui, il y a vraiment une volonté de développer le réemploi. Voilà, il y a différents articles. Je ne connais pas. Je connais pas par cœur parce que je vous dis, c'est pas forcément un sujet purement plastique, c'est un sujet général, mais il y a une volonté du législateur de développer le réemploi. Et la première question, c'était sur 2040, 2025. C'était quoi le timing de la question, Virginie? Non, c'était plutôt comment comment les interdictions, alors les différentes, pas forcément une ciblée et une échéance Ah ciblée, ouais, mais bah, en comment fait, elles seront contrôlées. Mais voilà. alors ça dépend de chaque chose, hein. Quand on est sur, en fait, le code de l'environnement, il y a des dispositifs, il y a des dispositions générales de sanctions dans le code de l'environnement. C'est-à-dire que c'est pas parce que dans le décret ou dans la loi c'est pas parce qu'il n'y a pas indiqué que c'est telle police du déchet, tel ministère qui s'en charge, que ça ne se met pas automatiquement en place. En fait, il y a ce qu'on appelle des dispositions balais, hein, comme un balai qui passe après une fête, qui permettent de refaire ça. Donc en fait, ça dépend vraiment de chaque chose. Ce qu'il faut avoir en tête, c'est que ce qui va toucher la conception des emballages, donc qui sont des choses donc dérivées du droit européen, donc la mise sur le marché, donc typiquement le bouchon attaché, c'est de l'ordre de la mise sur le marché. C'est-à-dire vous ne pourrez pas vendre les produits si vous ne pourrez pas vendre de bouteilles d'eau après 2024 si le bouchon n'est pas attaché. Donc là, c'est de l'ordre de la mise sur le marché. Donc en fait, c'est une interdiction absolument totale puisque toute administration, toute personne peut dire bah, ce produit il est interdit sur le marché européen. Et après, on a une graduation jusqu'à effectivement, je ne sais pas si je vais prendre justement le réemploi, où en fait on a plutôt une stratégie de réemploi et on a une volonté de développer de réemploi. Bah là, ça sera probablement à travers des éco-organismes, à travers des collectivités locales qui mettent en place la personne qui a introduit le débat de la région, je crois, a dit que justement il y avait un schéma directeur qui est en cours d'élaboration. C'est typiquement des choses qui doivent être dans le schéma directeur parce qu'il n'y a pas forcément une responsabilité individuelle, parce qu'on est sur des objectifs partagés. Donc c'est pas à chaque acteur de faire 2% de réemploi, mais c'est de faire en sorte que l'ensemble, notamment d'un territoire, atteigne ses objectifs. Voilà ce que je peux en dire. Donc c'est vrai que c'est pas. Il faudrait y répondre pour chaque point précis, Oui, puisqu'on a des mesures différentes pour chaque chose, mais à chaque fois, ouais. Ouais. Ça me fait juste rebondir sur une deuxième question, mais je pense que tu as répondu là justement. C'est le cadre réglementaire, donc le cadre de la loi AGEC, il est applicable sur quels critères? Donc la personne parlait en termes de taille d'entreprise, de nature de métier, etc. Donc c'est voilà, tout le monde. C'est pour. Il y a juste que, et Philippe pourra l'expliquer, les toutes petites entreprises, donc les petits metteurs en marché,
donc ceux qui vont mettre des petits volumes, sont souvent, donc ce qu'on appelle le de minimis en droit, sont souvent contrôlés de façon différente. Parce qu'en fait, ils sont tout petits, donc ils n'ont souvent pas d'autorisation spécifique, ce genre de choses. Donc effectivement, un tout petit acteur, mais vraiment tout petit, hein, c'est-à-dire qui met quelques milliers d'emballages sur le marché national, hein, donc ce qui reste tout petit, a souvent des obligations de contrôle plus faibles, puisque en fait on est souvent sur des artisans, hein, c'est votre artisan boucher du coin qui d'un coup se met à vendre quelques bocaux. Et bien évidemment les contrôles ne vont pas viser d'abord les tout petits acteurs, elles vont d'abord contrôler plutôt les grands acteurs qui ont une influence plus forte sur le marché, donc qui potentiellement ont aussi une mise de déchets plus forte. Mais en théorie ça touche tout le monde. Je dis juste que dans la réalité, typiquement les commerçants artisans, ils sont un peu moins ciblés. D'où, et ça fait la boucle avec la première question qu'on a eue, d'où le fait que c'est compliqué aussi d'être ceux sur lesquels on va faire porter le plus de responsabilités sur le réemploi. Parce qu'en fait, c'est quand même les plus petits acteurs. Donc, individuellement, on peut avoir l'impression que c'est le petit commerce du coin qui génère le plus d'emballages parce qu'il fait des trucs à emporter. Mais en fait, quand on le remet dans la logique, notamment si on introduit les emballages industriels et commerciaux, en fait, son impact, il est minime. Alors certes, pour chaque citoyen, on a l'impression de faire quelque chose de plus fort en agissant sur cet acteur-là, mais ce n'est pas forcément sur lui que doit reposer le plus fort de la réglementation, parce qu'en fait, voilà, c'est plutôt de l'aider, c'est pour ça que je dis que ça passe souvent par des schémas locaux, c'est plutôt de l'aider d'avoir une solution de réemploi qui ne peut être qu'une solution mutualisée. Il ne va pas passer son temps il n'aura jamais assez d'espace pour laver tous ses bocaux, donc il faut probablement une laveuse mutualisée quelque part, et il faut probablement un financement municipal ou territorial pour l'aider. Donc c'est, voilà. Ok, merci. Donc ça me fait faire une transition pour peut-être Philippe et Jean-Claude. Donc j'avais une question sur l'application de la loi GEC dans les DOM. Donc ça, elle est on a bien compris, c'est pour tout le monde. Donc on est à la Réunion, on est aussi concerné. Et ensuite, donc il y avait plus une question. Alors je sais pas si Théo saura répondre là-dessus, mais mise en place d'un suivi par les institutions un peu locales pour informer et accompagner sur les applications justement de la loi GEC et comment aider en fait les entreprises locales pour se mettre en conformité et pour évoluer avec cette loi. Je pense que oui, je vais répondre sur une partie et puis après je laisserai sûrement Emmanuel compléter. Alors nous, ce qu'on fait, c'est que généralement on fait soit ce que vous faites Calitropic, hein, donc on organise des sessions de webinars assez régulièrement avec à la fois nos entreprises adhérentes chez Citeo, mais également les collectivités locales pour les tenir informées des évolutions de cette loi AGEC. Donc notamment dans le cadre plus précisément des Outre-mer, il va y avoir à la fois pour les collectivités locales un nouveau cahier des charges. Il y a un nouveau barème qui devrait voir incessamment voir le jour, là, sous peu, et donc des actions qui vont en découler, qui seront spécifiques sur les territoires ultramarins. Et donc, tout ça, ça sera précisé dans les prochaines semaines et prochains mois. Donc, on va organiser des sessions d'information. Et concernant les entreprises, bien évidemment, donc nous, on a, un pôle de relations, ce qu'on appelle la relation aux clients. Et là, on a des gens qui accompagnent l'ensemble de nos clients pour les tenir régulièrement informés. Donc, on a des formats très classique de newsletter qu'on envoie assez régulièrement à l'ensemble de nos clients. Mais après, on peut avoir aussi des accompagnements très spécifiques sur soit des projets ou des projets qui seraient à l'étude, soit vraiment des questions très spécifiques sur l'impact de la loi. On parlait de ce que disait Emmanuel sur le fait d'avoir un bouchon solidaire, le fait de réincorporer de la matière première recyclée, le fait d'avoir une transposition vers un switch de matériaux, hein, parce qu'il y a des réflexions autour de ça, de certains metteurs en marché qui veulent switcher une résine vers une autre résine. Donc tout ça, on accompagne, quand c'est des projets plus spécifiques, on accompagne au cas par cas. Donc là, c'est vrai qu'on a l'avantage d'avoir Philippe Salmon en tant que représentant local. Donc s'il y a des questions, je vous invite à vous rapprocher de lui. Il centralisera l'ensemble de ces informations-là. Ok, merci. Emmanuel, tu veux compléter quelque chose ou je passe à une autre question? Non, plutôt une autre question, je pense. Ouais. D'accord.
Alors, on a vu on a une question. Alors, c'est vrai que c'est un peu peut-être spécifique à La Réunion, mais on a voilà, beaucoup de consommation de barquettes plastiques alimentaires. Donc, voilà, donc j'avais une question sur quelle alternative aux barquettes alimentaires plastiques. Est-ce que, voilà, barquettes consignées? Donc là, Jean-Claude, je sais que tu es plutôt sur la partie souple, mais tu as pu discuter avec des confrères sur la partie rigide. Est-ce que tu as des éléments de réponse là-dessus? Comment envisager la suite sur les barquettes plastiques alimentaires, sachant qu'elles ne sont pas interdites, hein, c'est des barquettes en polypro, hein, là dont on parle, c'est les barquettes en polystyrène expansé qui seront interdites, mais voilà, sur les barquettes… J'ai effectivement interrogé Sodico, Jean-Louis Marianne, sur ce sujet, et je partage nous partageons la réponse que je vais vous exprimer, qui est la suivante. Aujourd'hui, il y a une fabrication locale de barquettes et il y a de multiples substituts de matériaux possibles, depuis déjà du recyclé dans les mêmes matériaux, mais aussi du bio. Il y a la possibilité de faire de la consigne et il y a du bio, de la consigne, d'autres matériaux. Prenons le cas de matériaux de type papetier. Lorsque l'on fabrique du papier, par kilo de papier, il faut 100 kg d'eau et il faut 5 kWh. Par kilo de plastique, il faut pas d'eau et il faut 1 kWh d'énergie. Donc, les deux matériaux sont parfaitement respectables, ont leur différence d'usage, mais on va nécessairement se retrouver avec une forte différence de coût si on change de système. Voilà. Donc, ça devient une question de choix, et je crois que l'enjeu essentiel, si on veut rester sur un système très économique, c'est de ne pas abandonner les matières plastiques, mais au contraire, peut-être de les développer tout en utilisant les autres matériaux lorsqu'ils ont un usage marketing ou autre plus intéressant, mais de maîtriser le coût de la vie tout le temps, mais également la consommation et la consommation d'énergie qui sont fortes à La Réunion. Voilà. Ok, merci Jean-Claude. Bah, du coup, ça me permet de rebondir sur les questions là qui sont arrivées en direct, puisque effectivement, voilà, il y a d'autres matériaux alternatifs au plastique, mais alors du coup, on parle plutôt, et c'est aujourd'hui l'objet du webinaire, c'est se pencher sur la fin de vie des plastiques. Donc, il y a une question à l'échelle réunionnaise, pardon, qu'est-ce qui est envisagé à grande échelle pour le recyclage des plastiques en plus de l'exportation? Donc, c'est vrai que Citeo, M. Mocan parlait de porteurs de projets. Donc, c'est vrai qu'aujourd'hui, il n'y a pas… voilà, c'est plutôt l'export. Est-ce qu'aujourd'hui, on peut en dire plus ou est-ce que c'est encore voilà, au tout début et dans de la confidentialité? Donc, Philippe, je te laisse répondre. On a plusieurs porteurs de projets sur le territoire réunionnais avec des filières de recyclage, ou je dirais des unités de recyclage qui sont plus ou moins avancées en termes à la fois de définition de process et d'unités d'entreprise. Quoi qu'il en soit, donc en fait, à date, on avait identifié trois porteurs de projets, dont certains qui ont été retenus dans le cadre de l'appel à projet, comme je vous disais, piloté par la région. Après, le vrai sujet qui existe sur l'échelle réunionnaise, c'est cette capacité de territoire, comme je vous le disais, pour créer une unité de recyclage, on va dire sur une résine comme le PET clair. Je dirais à moins de 10 000 tonnes, on va dire ça, un minima entre 5 et 10 000 tonnes qui rentreraient dans l'usine. C'est difficile d'envisager de créer un process industriel. Tout ça parce que si on fait une unité qui est plus petite, donc déjà il faut amortir le process et les investissements, et surtout c'est qu'on aura un coût, je dirais, de rentabilité qui serait supérieur à la demande sur le marché. Donc ce qui serait assez compliqué en fait à avoir une pérennité d'industrie. Donc, ce qui est important, et pour le devenir, notamment si on prend le PET clair, c'est de comment soit on arrive à capter davantage de PET clair sur le territoire. Donc, c'est
ces dispositifs de collecte que je parlais. Hein. On parle de la consigne, on parle aussi comment capter davantage de bac jaune, dans le bac jaune, comment on va aussi capter davantage sur l'espace public, notamment à travers la mise en place de corbeilles de rue ou d'autres types de dispositifs. Il y a déjà ce premier point-là. Après, il y a éventuellement, si la résine a la même, je dirais, recyclabilité, la même propriété de recyclage que le PET clair, c'est voir s'il n'y a pas des mutualisations, notamment avec des emballages qui seraient dits industriels, des réflexions peut-être autour du CHR, pour arriver à ce seuil critique de tonnage qui permet d'envisager d'avoir une usine qui aille jusqu'à la granulation de ce recyclage. Donc ça, je dirais, c'est le recyclage le plus noble qui permettrait d'avoir cette véritable boucle de recyclage local. Après, si on n'arrive pas à mutualiser et à avoir les quantités sur l'ensemble du territoire, après, il y a d'autres porteurs de projets qui envisageaient éventuellement d'avoir une sorte de mutualisation, de coopération à l'échelle de l'océan Indien. Donc avec Madagascar, avec l'île Maurice et voire d'autres et les Seychelles. Là, bien évidemment, là, on rentre dans des projets beaucoup plus complexes parce qu'on travaille avec des territoires et des pays étrangers. Voilà. Mais il y a des réflexions qui sont menées autour de ça. Après, il y a d'autres types de projets qui sont sur, au lieu d'aller jusqu'au recyclage complet, d'aller jusqu'à la granulation et l'extrusion, c'est peut-être de s'arrêter déjà à une mise en paillettes, de ces différentes résines, qui permettrait soit d'avoir un export et donc un meilleur prix de vente sur le marché du recyclage, et donc de réincorporer la matière recyclée par la suite. Mais inconvénient, bien évidemment, là, donc on a à nouveau du transport de matière, mais on a de meilleurs débouchés sur une matière qui est déjà pré-préparée. Voilà. Donc ça, c'est toutes les réflexions qui sont en cours, notamment sur le PET clair, où là, il y a plusieurs projets qui sont assez bien définis, je vais dire ça comme ça, qui sont soit du portage public, soit du portage privé, pour être très clair sur le sujet. Et puis après, concernant la résine PEHD, on a un industriel qui a aussi ce projet-là dans les tuyaux. Et lui, c'est pour aller justement pour fabriquer des dalles de plastique, qui seraient utilisées dans le bâtiment. Donc on a différents porteurs de projets, mais le vrai point central, c'est comment faire en telle sorte d'avoir plus de matière qui puisse entrer, qui puisse sortir des centres de tri pour pouvoir envisager d'avoir une filière locale. C'est bien tout l'enjeu. Ok, merci. Peut-être, Virginie, je vais compléter Philippe là-dessus. Ce qu'il faut surtout comprendre dans le modèle économique en fait, des plastiques, c'est qu'on vient de changer d'ère. C'est-à-dire que l'enjeu pour toute la filière plastique, et je parle de la filière globale, c'est-à-dire des producteurs de résine, nous transformateurs et aussi les recycleurs, c'est qu'on n'a pas assez de déchets. C'est-à-dire on rentre dans un paradigme qui est complètement différent, c'est-à-dire que actuellement, si les prix des matières recyclées sont aussi élevés, ce n'est pas parce que le vierge est bas. Ça, finalement, il n'y a plus de corrélation entre les deux, puisqu'on a beaucoup d'obligations d'incorporation et de nous-mêmes, l'industrie incorpore beaucoup. C'est qu'en fait, on n'a pas assez de matière. On n'a pas assez de matière parce qu'on n'a pas assez de collecte, hein, c'est ce qu'a présenté Philippe. En fait, collecter des bouteilles d'eau ou des bouteilles de soda transparente, c'est quand même, c'est pas très compliqué quand même. Hein. Voilà, on n'en est pas à collecter des petits emballages. Donc, on n'a pas assez de collecte parce qu'on a un geste de tri qui n'est pas assez performant. Et donc, c'est dans ce que dit Philippe, ce qu'il faut bien voir, c'est que vous avez un gisement à La Réunion. Et dans la présentation qui a été faite par Jean-Claude au début, ça montre bien qu'en plus, vous avez un gisement très important qui est supérieur à votre production. Donc, c'est une ressource qui est forte et tout le modèle économique qui est en train de se mettre en place, et donc même les producteurs de résine, donc Total, Ineos, tous les gens qui font de la matière vierge, ils sont en train d'investir dans des capacités de recyclage. Donc, voilà, je vous parle juste de ce paradigme parce que la vision économique qui a été portée pendant des années, elle est en train de changer. Et quand Philippe dit, par exemple, peut-être que de broyer, c'est-à-dire au lieu de transporter des grosses balles, on va transporter des petites balles, parce qu'en ayant broyé et en ayant bien compacté, on peut avoir finalement peu de volume à transporter, donc un modèle économique qui devient différent. Clairement, le but, ce n'est pas de réexporter en métropole, parce que ça n'a pas beaucoup de sens, c'est de créer quelque chose au niveau local. Mais en tout cas, il faut voir que finalement, le fait que vous ayez un gisement assez important,
c'est un point plutôt positif. Et l'exemple qui a été donné, donc je crois que c'était à la Martinique, hein, l'usine qui a fermé, en fait, elle n'a pas fermé parce qu'elle n'avait pas de demande. En fait, elle avait des clients sans aucun problème. C'est qu'elle n'avait pas de ressources, en fait. Elle n'était pas capable d'avoir assez d'emballage. Et on rentre vraiment dans cet univers-là. Et la structuration des prix, la structuration de l'offre, hein, c'est-à-dire nous, fabricants d'emballage, on a surtout des demandes d'emballage incorporant du recyclé. En fait, c'est la première demande de nos clients. Malheureusement, on ne peut pas le faire pour tous les emballages parce qu'on n'a pas de retour au contact alimentaire pour des emballages, mais c'est vraiment cette demande-là. Donc ça, c'est un point intéressant dans la réflexion que vous menez à Calitropic sur la structuration de la filière, sur ce que la région va faire, parce qu'effectivement, on entre dans une période où l'accès à la ressource de déchets plastiques devient le point structurant de la filière. Et c'est quelque chose de complètement différent à ce qu'on a vécu en tout cas sur les 20 dernières années, sur la création des schémas de collecte des 20 dernières années. Voilà, je voulais juste vous donner cette note un peu positive. Merci Manuel. Du coup, ça me permet de... quand Philippe relevait, et c'est vrai que voilà, le point d'entrée, c'est vraiment le tonnage d'entrée de plastique pour pouvoir avoir des unités de valorisation et de recyclage rentables. La mutualisation avec les emballages de CHR, les emballages industriels, donc on a vu que c'est dans la loi AGEC, aujourd'hui, donc je ne sais pas, enfin, Citeo, c'est plutôt sur le ménager, mais entre Emmanuel et Philippe, peut-être que vous pouvez donner une réponse, mais j'avais des questions sur, sur les filières d'emballage aujourd'hui industrielles, du genre les emballages qui sont souillés, mal soufflés sur les cases de ligne, donc que ce soit en PET, en PEHD, hein, c'est pas vraiment la question de la matière, mais voilà, donc la nouvelle REP de déchets industriels, est-ce qu'elle va faire que ces plastiques, donc qui aujourd'hui, où est-ce qu'ils finissent concrètement à La Réunion? Est-ce qu'ils finissent en centre d'enfouissement? Est-ce qu'ils finissent en centre de tri? Voilà, parce que du coup, cette mutualisation, est-ce qu'elle pourra permettre justement d'atteindre un volume plus intéressant, ou est-ce qu'aujourd'hui c'est déjà le cas? En fait, ils ne sont pas enfouis, ils sont dans les centres de tri et font partie du tonnage qui est comptabilisé, mais aujourd'hui pas par Citeo, puisque normalement c'est que emballage ménager. Donc voilà, moi aussi j'avoue que c'est une question que je me pose. Alors peut-être pour donner quelques éléments de réponse, alors je ne sais pas s'il y a des opérateurs ou des exploitants de centres de tri qui sont présents dans cette réunion, mais de ce que je connais sur le territoire réunionnais, déjà comme tu précisais Virginie, Citeo n'agit pas sur le périmètre industriel, donc sur tous les déchets produits par les entreprises. Dans le back-office, ça c'est la responsabilité de ces entreprises de trouver des filières soit de recyclage, de valorisation ou d'élimination. Ce que je sais, pour avoir visité certains centres de tri, il y a des contrats qui sont mis en place par les opérateurs pour gérer une partie de ces flux. Donc, pour avoir visité les trois, j'ai vu des lots de déchets d'entreprise qui sont traités, recyclés en vue qui sont recyclés. Donc à la fois des films, mais pas que des films. Hein. On voyait des chutes de production, etc. Donc en fait, il y a des offres qui sont proposées par les opérateurs à date sur le territoire réunionnais qui proposent ce type de prestations. Donc ça, alors est-ce que c'est sur la majorité? Ça, je maîtrise mal et je connais mal le gisement, je dirais, industriel. Par contre, pour vous donner une information, je ne sais plus si Emmanuel, tu l'as dit dans ta présentation sur la loi AGEC, mais dans le cadre des responsabilités élargies du producteur, il est envisagé de créer une REP, c'est même pas il est envisagé, c'est même sûr, qui sera créée à une responsabilité, un éco-organisme spécifique sur les déchets d'entreprises industrielles et commerciaux. Donc en fait, l'ensemble de ces emballages produits par ces entreprises seront soumis à REP, comme pour les emballages ménagers, d'ici 2025. Donc il y aura sûrement un cahier des charges qui sortira, il y aura sûrement un éco-organisme qui sera créé sur le sujet. Ok, donc ça veut dire que concrètement, ceux qui aujourd'hui n'ont pas de contrat pour ces emballages avec des privés pour ces emballages industriels et commerciaux, de toute façon seront soumis en 2025 à devoir le faire puisqu'il y aura une éco-contribution par rapport à la mise en place de cette nouvelle REP. Ouais, okay. Tout à fait. Et puis pour compléter, juste pour rappeler, c'est qu'il y a déjà un cadre réglementaire qui fixe, qui est la loi de 1994 sur les productions d'emballage, qui détermine que toute production de plus de 1400 litres par semaine, l'entreprise doit mettre en place un système de recyclage ou de valorisation des emballages qui seraient produits sur son site.
Donc ça, c'est ce que dit la loi de 94, qui est venue qui vient d'être renforcée par le fameux décret 5 défini aussi ce même samedi. Ok. Merci. Donc, j'ai une autre question qui est arrivée, donc, et ça rejoint d'autres questions qui étaient aussi posées en amont du webinaire. Donc, quid de la pyrolyse des plastiques à La Réunion? Alors, bon, je ne sais pas si vraiment, enfin, quelqu'un dans les intervenants peut intervenir là-dessus. Voilà, il y avait aussi une question sur justement, alors c'est peut-être un autre sujet à étayer lors d'un autre webinaire, mais c'est les complémentarités des recyclages. Donc il y a le recyclage mécanique, chimique, voilà, donc comment voilà, tout ça peut s'agencer et est-ce que ça peut être une solution pour La Réunion? Je pense que c'est ça, voilà, la question derrière. Alors je ne sais pas si peut-être pour répondre à cette question, est-ce que dans les porteurs de projets ou dans les projets qui se dessinent sur La Réunion, il y a des choses qui touchent la pyrolyse? Voilà. Parce que... Alors, si je peux répondre pour être très clair, de mémoire, je ne connais pas de porteur de projet qui envisage de la pyrolyse sur les plastiques à date. D'accord. Voilà. Et même sur le territoire, je dirais, hexagonal, c'est pas trop des sujets qui sont à l'étude. On connaît de la pyrolyse plutôt sur l'aluminium, par exemple, hein, l'aluminium souple. C'est des sujets qui sont évoqués, mais les sujets envisagés sur le recyclage, ce sont plutôt soit du mécanique, soit du chimique à date, sur le plastique. Ok, oui, ça marche. Sachant peut-être que la question, pour compléter ce que dit Philippe, c'est peut-être, je ne sais pas la personne qui pose la question sur pyrolyse, mais une partie des process de recyclage chimique sont aussi des pyrolyses. Hein. C'est ça qui est peut-être un peu compliqué. Donc voilà, il faudra préciser si c'est dans la question si c'est de la pyrolyse production d'énergie ou si c'est de la pyrolyse recyclage chimique. Ce qu'il faut comprendre, c'est que le recyclage chimique, il faudra quand même de la matière de qualité. Donc, c'est-à-dire, il n'y a pas tant d'antagonisme que ça entre recyclage mécanique et recyclage chimique, c'est plutôt une très grande complémentarité. Philippe parlait du fait qu'à un moment, il faut arriver aux paillettes. Le recyclage chimique, c'est la même chose. En fait, vous ne mettrez pas des gros emballages plastiques entiers avec étiquette et tout dans un réacteur et de l'autre côté, on aura de la matière recyclable qui sortira. Hein. Il faudra de toute façon qu'il y ait une préparation. Donc, c'est notamment le travail de la valeur ajoutée des opérateurs déchets, c'est d'être capable, à partir d'un flux collecté, de le transformer en quelque chose qui pourra être affiné, donc soit en recyclage mécanique, soit en recyclage chimique. Et ça c'est important parce que le recyclage chimique, c'est la deuxième étape après le recyclage mécanique. Et donc, si on ne met pas déjà en place une collecte et une structuration de recyclage mécanique suffisante, on ne fera pas apparaître une filière de recyclage chimique. C'est parce que c'est les mêmes le début de la chaîne, c'est les mêmes technos. Et c'est pour ça que, notamment les opérateurs de la chimie, je parlais de Total, de Ineos, qui sont en train d'acquérir à peu près tout ce qui existe comme recycleur mécanique sur le marché, hein, sauf les très gros, sinon ils essayent d'acheter tous les opérateurs qui existent hein, en Europe. Pourquoi? C'est justement pour avoir ce début de chaîne, donc cette collecte et cette pré-préparation, parce que si quelque chose est de mauvaise qualité à l'entrée, il sera de mauvaise qualité à la sortie. Et pour nous, producteurs d'emballage, ça revient toujours à cette histoire d'éco-conception, parce qu'il faudra concevoir des emballages. En fait, ce n'est pas les emballages exactement actuels, je pense notamment aux étiquettes, à la couleur, aux peintures, hein, tout ce qui peut être de l'ordre de l'impression. Bah, ces choses-là, elles devront être aussi conçues par rapport à une valorisation en recyclage chimique. Donc, ce n'est pas la solution immédiate, mais c'est une solution complémentaire, et ça veut dire qu'il faut quand même construire les premiers de préparation et probablement de broyage pour être capable d'aller un peu plus loin. Et c'est la difficulté que notamment rencontre Citeo sur les porteurs de projets, c'est-à-dire que les gens qui sont très bons en chimie, ce n'est pas forcément ceux qui sont bons en gestion de déchets, et ceux qui sont très bons en gestion de déchets, bah, ce n'est pas des chimistes. Donc, il y a une vraie complémentarité à trouver vraiment au niveau territorial. Ok, merci Emmanuel. Du coup, oui, c'est vrai que là, on parle du recyclage chimique, mais il y a aussi, donc j'ai eu des questions notamment, c'est un sujet important sur La Réunion, la valorisation énergétique. Donc voilà, j'avais des questions sur quel modèle pour les DOM en général, pour La Réunion, pour la valorisation des plastiques. Donc on a parlé de la mutualisation aussi avec le territoire, c'était une question, donc ça a été abordé. Mais voilà, quid de l'impact carbone des solutions de recyclage par rapport aux valorisations énergétiques? Et j'irai même plus loin parce que on parle de la question d'impact carbone, mais du coup on parle de rentabilité aussi dans tout ce qui a été dit auparavant. Donc voilà, donc après peut-être Philippe, oui, pour resituer avec des projets qui sont aussi là au niveau peut-être des opérateurs privés à La Réunion, mais qu'il y a bien des projets de valorisation énergétique également. Alors,
Du point de vue de Citeo, c'est vrai que, comme je vous disais, c'est qu'on a un véritable enjeu. L'objectif, c'est demain, c'est que le consommateur puisse mettre dans son bac jaune l'ensemble de ses emballages. C'est pas que les emballages plastiques, mais majoritairement si, c'est que demain, on puisse mettre à la fois ses pots de yaourt, ses films, c'est ce qu'on appelle les éléments craquants ou pas, les complexes, etc., dans l'ensemble de son bac jaune, et éviter d'avoir cette confusion en disant ça se recycle ou ça se recycle pas. Donc ça, c'est la simplification du geste de tri. Pour l'instant, on est sur la moitié du territoire hexagonal qui a basculé dans ces consignes élargies. Et demain, normalement, ce que prévoit la loi, ça devrait être d'ici 2022. Normalement, on devrait étendre l'ensemble des consignes de tri à tout sur le territoire réunionnais. Malheureusement, je dirais, il y a la massification des centres de tri à étudier, il y a, je dirais, à prévoir ce process industriel pour pouvoir recycler différemment et extraire toutes les résines qui viendraient dans ce futur bac jaune. Donc pour cela, la question se pose, c'est si on fait ça demain sur le territoire de la Réunion, déjà c'est créer ces unités, qu'est-ce qu'on fait en fait de ces matériaux qui seraient triés par ce fameux centre de tri ou ces centres de tri. C'est maintenant, on se pose la question, c'est que si on les trie et on les recycle, c'est quel type de recyclage qu'on puisse faire à la sortie. Donc, ce qu'il faut savoir, c'est qu'il y a à peu près sur l'ensemble des résines plastiques qui sont mis sur le marché du point de vue ménager, il y en a à peu près 50% où il n'y a pas trop de soucis de filière de recyclage. Exactement, le PET clair, PET foncé, le PEHD, et notamment aussi les films en PE, où il n'y a pas trop de soucis et je veux dire, le dispositif de recyclage est assez maîtrisé. Après, on a 25% de ces résines où il est nécessaire de faire encore de la R&D, sur le sujet, et d'envisager de différents types de recyclage, pyrolyse, chimique, mécanique, etc., pour pouvoir trouver des débouchés sur ces 25% de matière. Et après, il y a encore 25% où on sait que là, c'est tout ce qu'on appelle les résines complexes, les multicouches, etc., où là, ce sera très, très compliqué de trouver du recyclage, je dirais, mécanique sur ce type de matériaux. Donc là, c'est travailler sur l'éco-conception, switcher le type de matériaux, travailler sur des résines, des monocouches ou des monorésines. Donc ça, c'est tout l'enjeu de l'éco-conception dans les années futures. Tout ça m'amène à dire que c'est que sur la Réunion étant insulaire, que les territoires, les unités de recyclage ne sont pas présentes forcément sur le territoire, et qu'en termes, je dirais, d'impact environnemental, il faut peut-être un peu repenser les choses. Pour dire qu'il faut absolument faire que du recyclage mécanique. On voit qu'il y a des unités qui se créent de tri mécanique et de valorisation énergétique en production de CSR. Et donc la question viendra à se poser sur certains types de résines. Et là, je dirais, c'est pas une position arrêtée de Citeo, mais c'est une réflexion qu'il faudra mener avec l'ensemble des acteurs pour dire s'il est impossible de switcher une matière plastique vers une matière qui peut être potentiellement recyclable, là, il faudra se poser des questions sur est-ce qu'il faut envisager peut-être la valorisation énergétique s'il n'y a pas le choix pour ce type de matériaux. Qui plus est, sur le territoire de la Réunion, ça vous le savez mieux que moi, vu que vous êtes basé à la Réunion, c'est que la production d'énergie électrique est encore basée énormément sur le charbon. Donc c'est pour ça qu'il y a cette vraie réflexion à mener. Est-ce qu'à un moment, au lieu de faire le tour du monde pour des résines qui n'auraient pas forcément des débouchés et qui seraient à des coûts non acceptables par l'ensemble des acteurs, est-ce qu'il ne faut pas envisager de faire cette valorisation énergétique? Donc ça, c'est des champs qui sont étudiés en ce moment par l'ensemble des acteurs. Je sais que les opérateurs l'étudient, je sais que les collectivités locales aussi, je sais que la région aussi, je sais que ça peut être aussi dans les projets. Voilà, donc nous, on est à l'écoute pour trouver, je dirais, le meilleur moyen et le meilleur dispositif pour accompagner l'ensemble des acteurs pour pouvoir assurer ce fameux recyclage et ou valorisation pour envisager l'extension des consignes de tri. Et peut-être pour appuyer Philippe, alors c'est sûr qu'il y a une forme, depuis quelques années, il y a une forme de rejet de la valorisation énergétique qui apparaît un peu dans les débats. Je veux juste quand même rappeler, moi j'habite à Paris, à Paris, on n'a que de la valorisation énergétique pour l'ensemble des déchets. Paris n'enfouit pas ses déchets. Donc, et ce n'est pas du tout antagoniste du développement du geste de tri, puisque Paris, depuis plus d'1 an, est passé à l'extension des consignes de tri avec le bac jaune et progressivement fait baisser sa valorisation énergétique par une augmentation du recyclage. Donc, les deux ne sont pas opposés.
voilà, ce qui est évident, c'est que les collectivités qui se sont lancées il y a longtemps dans la valorisation énergétique, elles ont un avantage, hein, parce qu'elles l'ont fait il y a très tôt, et résultat, leur outil il est plus contesté, puisqu'il est implanté dans les territoires. Donc il y a un vrai débat qui n'est pas l'objet, je pense, du débat aujourd'hui, mais c'est sûr qu'en tout cas, nous, il n'y a pas d'opposition entre essayer de développer le recyclage au maximum et la valorisation énergétique, hein, c'est deux choses qui sont aussi complètement complémentaires. On a parlé de la pyrolyse tout à l'heure, qui en plus est un échange, qui est des nouvelles technologies qui apparaissent, qui sont aussi entre les deux. Donc on a quand même ces différents sujets qui s'articulent. Et le dernier sujet, hein, qu'il ne faut pas oublier, c'est le compostage, en fait. Et pour ça, je fais aussi l'analogie avec la ville de Paris. La ville de Paris, pour justement améliorer à la fois sa recyclabilité des emballages, puisque à partir du moment que vous avez du compostage, souvent on a des emballages qui sont plus propres, hein, c'est assez mécanique, puisque les restes d'aliments, ils sont dans les emballages, hein, et donc développe aussi le compostage. Donc il y a vraiment toutes ces voies de valorisation, et dans le schéma de la Fondation Ellen MacArthur, hein, que je vous ai présenté au début, la valorisation énergétique, elle existe toujours, hein. C'est pas, il n'y a pas un impensé de dire que cette voie n'existe pas, et notamment pour certains petits emballages un peu spécifiques, le ratio entre qu'est-ce qu'on va recycler et finalement ce qui va rester, donc il y aura toujours des choses qui restent. On ne s'embête pas à faire du tri épuré, faire des balles, de la qualité de balles, tout, pour à la fin, le petit résidu qui reste, l'enfouir. C'est juste, voilà, c'est juste revenir à la case départ et voilà. Donc c'est un vrai sujet qui dépasse notre sujet d'aujourd'hui, mais c'est sûr que c'est une option qu'il faut toujours envisager, et on aura toujours besoin d'électricité et de chaleur, ça on peut en être sûr. Ok, merci. Oui, c'est un vaste sujet, et c'était bien quand même qu'on l'aborde, parce que c'est quand même quelque chose qui revient souvent dans les discussions autour du recyclage et de la valorisation des plastiques. On va terminer, juste une dernière question, puisque Emmanuel, tu parlais du compostage. J'avais quelques questions aussi sur ça. Donc, est-ce que est-ce que les emballages en plastique biosourcés ou et compostables, parce qu'il y a différentes choses, et ça, j'espère que Calitropic aura l'occasion l'année prochaine d'organiser un webinaire ou un événement en présentiel sur un peu toutes ces questions de biosourcés et de compostage, parce que c'est très technique et il faut faire le clair là-dessus. Mais voilà, est-ce qu'on en a parlé un peu avec le rapport de l'ADEME dans la loi AGEC? Aujourd'hui, ils ne sont pas visés par des interdictions, on est d'accord. C'est plutôt, on attend le rapport de l'ADEME et on verra comment ça se passe. Non, alors, effectivement, la matrice est compliquée, hein, attention, puisque en fait, il y a 4 cas. C'est une matrice en 4, hein. C'est très simple. Vous pouvez avoir des choses. En fait, c'est pas parce qu'il y a biosourcé et il y a compostable. Et donc, on a des choses biosourcées qui ne sont pas compostables mais recyclables. En fait, le PET, hein, qui sert à faire des bouteilles, on peut faire du PET biosourcé. Hein, voilà, à partir notamment de canne à sucre, on crée de l'éthanol, et à partir de l'éthanol, on rentre dans la synthèse chimique, et donc on arrive à faire des plastiques qui sont exactement les mêmes que les plastiques issus du pétrole et qui sont biosourcés. C'est ça d'ailleurs que la Fondation Ellen MacArthur dit qu'à terme, ça devrait être la seule chose qui rentre dans le cycle. Et à l'opposé, on peut avoir des plastiques qui sont 100% compostables, c'est-à-dire qui sont complètement ingurgités par les micro-organismes, qui sont uniquement transformés en eau et en CO2 à la fin, et qui pourtant sont 100% base fossile. Ça, c'est possible aussi, notamment BASF a des solutions là-dessus. Donc, la matrice, elle est beaucoup plus compliquée que bio versus vierge et compostable versus recyclable. Et on peut avoir des choses qui sont compostables et recyclables, des choses qui ne sont pas compostables et recyclables. Donc, effectivement, il faudrait une matinée Calitropic entière dedans. Mais pour répondre à la question, elle est simple. Si le plastique, donc dans la loi, on a un petit exemple, comme par exemple de sachet de thé, où la loi veut favoriser les emballages compostables et compostables au niveau domestique. Donc ça, on a une continuité. Par contre, ce qu'il faut avoir en tête, c'est que, par exemple, sur les gobelets, l'interdiction des gobelets en plastique, que votre gobelet soit compostable ou pas compostable, il sera quand même interdit, parce qu'au vu de la réglementation, un polymère, c'est-à-dire quelque chose qui est issu de la polymérisation et de polymère plastique, est aussi interdit. Donc c'est pour ça que c'est pas la grille de pensée autour du bio, c'est pas parce que vous êtes bio que vous échappez aux interdictions,
Mais ce n'est pas parce que vous êtes bio que vous êtes plus interdit, en fait. C'est vraiment deux choses complètement différentes. Et pour vous rajouter un petit point de complexité dans la réflexion, ça en est même sur qu'est-ce que c'est un emballage plastique. On parlait des barquettes carton tout à l'heure. Les barquettes carton, en fait, chez Ellipso, elles sont dans notre périmètre parce qu'en fait, c'est du carton laminé. Donc en fait, c'est un carton, mais bien évidemment, si vous mettez de la sauce et que vous voulez le conserver plus d'une demi-heure, hein, il vous faut forcément une petite protection. Et cette protection, elle est forcément apportée par une couche plastique. Et donc, au sens de la réglementation, cette barquette carton, en fait, c'est une barquette plastique. Donc, si on a dans la réglementation des volontés de réduire les barquettes plastiques, bah, en fait, on réduira aussi les barquettes carton parce qu'elles sont des emballages plastiques au sens de la réglementation. Donc, c'est pour ça que il n'y a pas de frein et il y a une vraie attente autour des emballages qui sont compostables. Par contre, on a plein de questions. On a des questions, et ça sera pour Philippe et Citeo. Est-ce que ça peut s'insérer dans les filières de recyclage sans les perturber? Est-ce qu'il y a des filières de compostage? Parce que ça ne sert pas à grand-chose de créer des emballages compostables s'ils ne se compostent pas. Et après, alors pour la Réunion, vous avez une vraie spécificité, c'est-à-dire que la norme européenne qui définit compostable et qu'est-ce qui n'est pas compostable, qui est en cours de révision, est quand même basé sur des conditions agronomiques, on va dire, hein, moi je suis agro, des conditions agro qui sont les conditions de métropole. En gros, c'est latitude 45, voilà, et climat océanique, quoi. Donc forcément aussi, la notion de compostabilité, elle ne s'interroge pas de la même façon quand vous êtes pas dans ces territoires-là, et même au niveau européen, cette notion a été pensée quand l'Europe, en gros, avait assez peu d'adhérence, assez peu de membres, et donc sur une zone géographique avec un climat assez caractéristique. Bien sûr, maintenant que vous soyez au fin fond, tout en haut dans la Finlande ou tout au sud de l'Andalousie, les conditions de compostage, elles sont absolument pas les mêmes. Donc c'est un énorme sujet. Il n'y a pas d'antagonisme entre ce développement. Par contre, nous, ce qu'on pense, et ce qui est un peu en rapport avec la pensée de la Fondation Anne-Marc-Arthur, c'est que si vous faites du bio, c'est pour aller vers du compostage. Voilà, parce que c'est là où la plus grande valeur, elle est apportée, et c'est forcément des produits qui ont plus de valeur. Faire du bio pour créer des emballages qui ne soient pas recyclables, typiquement faire du bio qui perturberait les chaînes de PET, c'est juste créer des problèmes à tout le monde, c'est-à-dire c'est générer des ennuis dans des filières où on a déjà du mal, et en plus générer un emballage qui crée de la confusion en termes de messages. Donc c'est pour ça qu'il faut faire, je pense, une matinée entière là-dessus, parce que c'est à la fois beaucoup de possibilités et d'opportunités de business, hein, parce que très bien positionné sur la création de ces nouvelles résines. Mais après, il faut que ça s'insère dans un schéma. Et c'est un peu ça le sens du rapport de l'ADEME, hein, c'est d'essayer de lister les grandes options qui sont possibles. Et vraiment, l'option la plus simple, c'est de dire qu'à partir du moment que vous utilisez des matières biosourcées, il faut que ça retourne à la terre. Donc, il faut qu'on rentre dans un compostage et, si possible, un compostage domestique. Mais sachant que le compostage domestique à La Réunion, c'est peut-être pas la même chose que le compostage domestique en métropole. Voilà. Ok, merci. Ouais, c'était une vaste question et je pense que voilà, on aura l'occasion d'en reparler parce que ça mérite voilà, de se pencher plus sérieusement. Voilà, on a dépassé un peu 12h30, donc je vais conclure ce webinaire. Donc merci à vous, Jean-Claude, Emmanuel et Philippe, pour ces interventions, voilà, pour toutes les informations intéressantes et ces éclaircissements. Voilà, j'espère que ça a été assez complet pour tout le monde. S'il y a bien sûr des questions qui sont restées sans réponse, n'hésitez pas à me les adresser à mon adresse mail. Je ferai mon possible pour y répondre en étant en contact avec Philippe, Jean-Claude et Emmanuel. Voilà, je vous souhaite à tous une bonne journée et puis je vous dis à bientôt. Merci beaucoup.